je suis ravie de vous retrouver pour ce nouveau numéro d'Enquête de santé. Nora, bonsoir. Bonsoir Marina. On mange quoi maintenant ? Comme beaucoup de Français, vous vous êtes sûrement déjà fait cette réflexion au moment de faire vos courses. Alors, résidus de pesticides sur les fruits et légumes, chocolat et céréales au cadmium, huile à l'hexane, poisson au mercure. Les alertes sur les contaminations qui touchent nos aliments les plus courants se multiplient et les consommateurs ne savent plus vraiment à quel produit se vouer. Alors, tout au long de cette émission, nous allons vous aider bien sûr à mieux cerner ces polluants et à faire les bons choix pour limiter au maximum leur présence dans vos assiettes et rester en bonne santé. Et c'est aussi ce qu'on verra avec les témoins qui seront avec vous, Nora. Oui Marina, avec nous il y aura Christine et Amar qui sont comme nous, tous inquiets devant les rayons du supermarché et qui sont devenus du coup des consommateurs avertis. Nous serons aussi avec Gisèle qui est agricultrice et qui est tombée malade à cause des pesticides, et avec Sullivan qui a été intoxiqué au cadmium et aux métaux lourds dans son enfance. Merci beaucoup, Nora. Et on se retrouve tous avec nos experts et nos grands témoins juste après la diffusion du documentaire signé Magali Cotard, Timothée Derex, Alexandre Froment. Les premiers sont arrivés à l'aube, trop impatients à l'idée de retrouver leur terre après des semaines de pluie. Dans ces jardins familiaux de Lorient, ils sont une petite centaine à se partager 1 hectare de terre. T'avances bien là? Oui, hein. Ah, t'as bien travaillé? À 66 ans, Yanni assure seule la culture d'une parcelle de 120 mètres carrés. Pour le plaisir, mais aussi pour manger sainement, à un prix raisonnable. C'est du bio. On n'a pas le droit de faire rentrer tout ce qui est pesticides, des engrais chimiques. C'est spécifié dans la convention et dans le règlement intérieur. On fait attention à ce qu'on met dans nos jardins. Ouais. Un jardin extraordinaire, sans aucun produit chimique. Un petit paradis pour Yanni et ses amis jardiniers. On va aller voir là-bas. Mais il y a quelques mois, le rêve a tourné au cauchemar. Tu peux l'enlever, la grille? Des analyses demandées par la ville de Lorient ont révélé la présence d'hydrocarbures dans les sols. Il y a les petites plaques en surface qui sont un peu couleur arc-en-ciel. Donc ça, typiquement, c'est traces d'huile ou d'hydrocarbures. Dans les échantillons de terre analysés, de l'essence, mais aussi des métaux lourds, arsenic, zinc, cadmium. De quoi mettre en colère tous ces jardiniers qui pensaient manger bio. On est centré quand même sur une alimentation bénéfique, bonne pour la santé, etc. Et puis on s'aperçoit qu'on fait peut-être même pire que ce qu'on peut acheter chez le maraîcher conventionnel, ou on ne sait pas. Ce que vivent ces jardiniers, nous y sommes tous confrontés. Nous non plus, nous ne savons pas, nous ne savons plus quoi manger. L'actualité s'invite de plus en plus souvent au moment de faire nos courses. France Inter. Il n'y a pas que du bon dans nos assiettes, les études se suivent. Près de 260 substances ont été analysées. 260 substances. Pain, gâteaux, biscuits présentent aussi des quantités significatives de métaux lourds. Substances, produits chimiques, un solvant. Des infos qui résonnent dans nos têtes et nous donnent l'impression que tout est pollué. Même des aliments jusqu'ici épargnés. Rien que dans le pain blanc, par exemple, on retrouve près d'1/5 des quantités totales de cadmium. Le cadmium, un métal lourd aux effets préoccupants dans notre chocolat, nos céréales ou nos pâtes. Vous voyez, quasiment tous les organes sont touchés. Et dans l'huile de notre salade, c'est un hydrocarbure neurotoxique, l'hexane, qui est rajouté à la fabrication. Il faut bien imaginer qu'on est en train de prendre des graines qu'on a écrasées, qu'on jette dans des bains de pétrole, dans des bains d'essence. Et puis il y a toujours ces pesticides dans nos fruits et légumes dont on peine à se débarrasser. Après, ce qu'il faut quand même comprendre, c'est que l'alimentation, on y est exposé de manière répétée. Et donc, même si c'est à faible dose, ça va potentiellement présenter un risque pour la santé. Dans ce bain de chimie, sommes-nous condamnés à nous intoxiquer ou à ne plus rien manger ? Pour tenter d'échapper à ces polluants, des solutions existent dans nos assiettes. 0,006 de cadmium, alors que tous les autres pains, c'est beaucoup plus. Chez les producteurs et les artisans. Et aussi là où tout commence.
dans les champs. Pour faire pousser ce blé-là, il n'y a rien d'autre que la semence de blé, la terre et l'eau qui tombe du ciel. Traquer les polluants dans notre alimentation, c'est l'une des missions d'Elsa Abdoun. La première actualité qui nous a vraiment poussé à nous plonger dans ce sujet, c'est l'alerte de Santé publique France qui, autour de 2021, nous dit 50% des Français présentent des taux de cadmium dans leur sang, dans leurs urines, qui sont trop élevés pour leur santé. C'est quand même énorme, c'est la moitié des Français. Le cadmium, un métal lourd, toxique et qui serait principalement transmis par notre alimentation. Petit-déj. La journaliste de Que Choisir a voulu savoir quels aliments nous contaminent et en a fait analyser des dizaines. Les plus riches en cadmium, les fruits de mer et les abats. Mais en juin 2025, son enquête révèle surtout une concentration inédite dans notre chocolat. Pour le coup, ça a été quand même une surprise. Certains chocolats, le chocolat noir en particulier, le chocolat noir d'Amérique du Sud, là, on va avoir vraiment des teneurs en cadmium qui peuvent être très élevées, avec une petite portion d'un produit, quelque chose vraiment de consommable très régulièrement. On peut vraiment avoir des taux d'exposition qui sont quand même très élevés, bien supérieurs à ce qui est recommandé par les agences sanitaires. Pour les tablettes de chocolat noir les plus contaminées, là on est vraiment dans le maximum, 2 carrés par jour, c'est déjà trop. 2 carrés par jour, une dose très facilement atteinte par de nombreux Français, d'autant plus que du chocolat, on en trouve partout. Le cacao se cache un peu dans plein de produits. On en retrouve dans les biscuits, et puis on en retrouve dans les tablettes, on peut en retrouver dans les pâtes à tartiner, dans les céréales du petit-déjeuner. Les céréales du petit-déjeuner, ça a été identifié comme une source importante de cadmium chez les enfants français. Et une des hypothèses aujourd'hui, c'est quand même que le chocolat contenu souvent dans ces céréales soit en fait la source de cette contamination. Les plus exposés au cadmium dans le chocolat, ce sont bien les enfants. Car la dose journalière tolérable est proportionnelle à notre poids. Pour un adulte de 60 kg, c'est 21 microgrammes maximum de cadmium par jour. Pour un enfant de 20 kg, en revanche, c'est seulement 7. Et cette dose est très facilement atteinte. Elsa a fait les comptes. Un bol de céréales au petit déjeuner, puis un chocolat au lait et 2 biscuits chocolatés au goûter, c'est déjà les 3/4 de la dose maximale pour un enfant de 5 ans. C'est énorme parce qu'à ça vont s'ajouter tous les autres aliments de la journée et donc on va a priori dépasser cette dose à risque. Cette dose à risque est dépassée en France par un enfant sur 5 et un adulte sur 2. Car contrairement à d'autres substances qui sont éliminées par l'organisme, le cadmium est un métal lourd qui s'accumule dans notre corps tout au long de la vie. Quel impact cette contamination quotidienne a-t-elle sur notre santé ? Plus je lis, plus je suis ahuri par les toxicités de ce produit, de ce métal. Pierre Souvet est le premier médecin à avoir lancé l'alerte. Ce cardiologue étudie l'impact des polluants sur notre santé depuis plus de 20 ans. Et il a rarement croisé un contaminant aussi nocif. Il y a 17 500 articles sur la toxicité du cadmium sur la santé. J'étais à un congrès il n'y a pas longtemps, j'ai posé la question, qui a lu un article sur ces 17 500, il n'y a qu'un doigt qui s'est levé sur 100 personnes. Les effets du cadmium dans l'organisme sont pourtant largement documentés. L'étude la plus complète, celle d'un chercheur italien, recense tous les organes dans lesquels ce métal lourd peut se loger. Vous mangez l'aliment où il y a du cadmium, puis après il va se disséminer un peu partout. Et il donne des pathologies assez incroyables. D'abord, bien sûr, rénales, puisqu'il va dans le rein, dans le foie, il peut aller dans le cerveau. Donc, c'est une atteinte neurotoxique des nerfs au niveau du cerveau. Et au niveau du système cardiovasculaire, ça provoque une inflammation. Et ça favorise donc les infarctus, les coronariopathies, l'insuffisance cardiaque, puisqu'il altère aussi le fonctionnement de certaines cellules musculaires du cœur, carrément.
Donc vous voyez, quasiment tous les organes sont touchés. C'est pour ça que pour nous, c'est une priorité, quoi. Tous les organes sont touchés, mais où sont les malades? En France, personne n'a officiellement déclaré de symptômes après avoir ingéré une quantité excessive de cadmium. Les seules victimes officielles, c'est au Japon qu'elles se trouvent. Entre 1912 et 1945, dans la région de Toyama, plusieurs dizaines de personnes ont été atteintes d'une mystérieuse maladie. Elle provoque une insuffisance rénale, des fractures, des déformations osseuses et des douleurs si fortes qu'on lui donne le nom du cri des malades. Itai, itai, j'ai mal en japonais. Dans les années 60, le coupable est identifié. Le riz mangé par ces malades est contaminé par du cadmium. Ce métal lourd provient des rejets d'une exploitation minière, déversés dans un cours d'eau qui irrigue les cultures. Cette contamination massive au Japon est sans commune mesure avec l'exposition quotidienne des Français. Et pourtant, le cadmium a aussi un impact majeur sur notre santé osseuse. Il est responsable de 23% des cas d'ostéoporose chez la femme de plus de 55 ans, une femme sur 4, avec un coût estimé à 2,6 milliards d'euros. Il y a quand même plus de 460 000 cas de fractures par an en France d'ostéoporose, dont 150 000 hospitalisations. C'est un problème de santé publique majeur sur un produit hautement préoccupant. Et ce n'est pas moi qui le dis, c'est toutes les instances médicales internationales. Les preuves s'accumulent contre le cadmium. Ce métal lourd nuit sans aucun doute à notre santé, et en France plus qu'ailleurs. Dans nos organismes, 3 fois plus de cadmium que chez les Allemands. 4 fois plus que chez les Américains, pourtant peu réputés pour la qualité de leur alimentation. À l'ANSES, l'agence chargée d'étudier les liens entre l'alimentation et la santé, Géraldine Carne a récemment évalué les sources de contamination possibles chez plus de 3 millions de Français. Et surprise, les aliments qui nous contaminent le plus ne sont pas les fruits de mer, les abats, ni le chocolat. On peut avoir des aliments très contaminés en cadmium et qui ne sont pas forcément les plus contributeurs. Les fruits de mer, les abats, le chocolat sont des aliments qui sont globalement moins consommés par la population française. Tandis qu'on peut avoir des aliments peut-être moins contaminés en cadmium, mais globalement plus consommés par la population et qui vont davantage contribuer à l'exposition du consommateur. Donc on voit par exemple chez les adolescents ou encore chez les jeunes adultes que les pâtes, la consommation de pâtes va ressortir comme un aliment peut-être plus contributeur par rapport à un autre âge. Les pâtes, mais aussi les pommes de terre chez les enfants et les adolescents. Ce sont bien des aliments de base, mangés en grande quantité, qui font grimper les taux de cadmium. Et chez les adultes, celui qui arrive en tête, avec à lui seul 20% de notre contamination, est un aliment consommé plusieurs fois par jour par la très grande majorité des Français. Quand on entend toutes ces histoires de cadmium, de pesticides, il y a plein d'aliments dans lesquels on est prêt à accepter. Mais le pain, c'est la base de l'alimentation. C'est quelque chose qui est vraiment codé dans notre cerveau, dans notre histoire, dans notre culture. Et donc, si le pain tombe, puisqu'il est le fondement, tout s'écroule. Il y a 1 an, ce boulanger italien installé à Paris entend parler de cadmium pour la première fois. Il se demande immédiatement si son pain est concerné. Donc voilà, on a d'abord fait tester le pain Sapiens, qui est donc celui-là, et on voit qu'il y a donc 0,006 de milligrammes sur 1 kg de cadmium, alors que tous les autres pains, c'est beaucoup plus. 0,006, c'est 4 fois moins que la moyenne des pains complets. Sur cette feuille, Adriano a classé les analyses connues, réalisées sur d'autres pains. Et ce qui interpelle, c'est que plus un pain est complet, plus il contient de graines et plus il est contaminé. C'est ça le drame pour nos consommateurs, c'est qu'en fait, d'un point de vue nutritionnel, d'accord, si on voit tout ça, on enlève pain vivo, ok, normalement, plus on descend ici, et moins c'est bien. Le pain blanc, c'est pas bon d'un point de vue nutritionnel, mais c'est celui qui a le moins de cadmium. Pourquoi?
Parce qu'en fait, dans le pain blanc, vous perdez toute la partie extérieure, qui est celle, évidemment, qui va être la plus vulnérable aux pesticides, aux métaux lourds, etc. Comment Adriano parvient-il à obtenir un pain complet et pourtant pauvre en cadmium? Son secret, c'est son ingrédient de base. Ce pain est à base d'une farine très particulière, c'est du blé dur ancien, alors qu'en général, on va faire du pain à base de blé tendre moderne. Donc on est aux antipodes de ce qui se fait aujourd'hui en boulangerie en France. C'est une farine qui est très ensoleillée, et en fait, ce qui est fou dans cette farine, c'est qu'elle va être bourrée en bons nutriments. Par exemple, notre pain va donner presque autant de fer que la viande rouge. Mais ce n'est pas le blé dur qui explique la faible teneur en métaux lourds de cette farine. Alors regardez, et vous voyez là, vous avez des petites collines, c'est tout vallonné et c'est très préservé. Sur ces vidéos, le boulanger nous montre les champs de blé d'où provient sa farine. Pour lui, aucun doute, ce sont ces sols siciliens qui font toute la différence. L'Italie, elle utilise beaucoup moins de phosphates riches en cadmium, déjà, mais c'est également la Sicile, une terre qui est très vierge, dans laquelle vous n'avez pas beaucoup d'usines. Ce pain allégé en cadmium est une solution pour limiter notre exposition. Mais il a un coût. 19 € le kilo, c'est 3 à 4 fois plus que les autres pains bio. Et puis, nous ne pourrons pas tous nous nourrir grâce au sol sicilien. Pourquoi notre blé français est-il plus contaminé? Pour le comprendre, nous allons suivre un cours d'agronomie au Muséum d'histoire naturelle. Là, on est dans le jardin écologique du muséum. C'est une parcelle qui n'est pas ouverte au public, qui a des fonctions pédagogiques et de recherche. Là, c'est une friche. Là-bas, il y a des cultures. Là, il y a de la vigne. Et on étudie tout depuis le sol jusqu'aux plantes. Marc-André Selos est microbiologiste et spécialiste du vivant. Il va nous expliquer comment les polluants arrivent jusqu'à notre assiette. Dans nos aliments, il y a de la pollution qui arrive par voie aérienne. Il y a par exemple des microplastiques qui arrivent et qui tombent sur les parties aériennes des plantes ou qui rentrent dans le sol. Les pesticides aussi arrivent par voie aérienne. Mais la grande voie d'entrée dans l'alimentation, c'est le sol. Pourquoi? Parce que dans le sol, c'est retenu et de là, ces microplastiques, ces pesticides ou des métaux lourds regagnent les plantes et sont non seulement présentes dans les parties souterraines, comme la carotte par exemple, mais peuvent remonter dans les parties aériennes également. Donc même quand vous mangez les parties aériennes, vous risquez d'hériter de cette pollution. Cet excès de cadmium peut être naturellement présent dans les sols, comme ceux d'Amérique du Sud, responsables de la contamination du chocolat. Mais en France, la géologie n'explique pas tout. Ce sont surtout les pratiques agricoles qui alimentent nos terres en cadmium. Chez nous, il y a du cadmium dans les sols, mais souvent il est bloqué, il n'est pas disponible pour les plantes. Celui qui va être disponible, c'est celui qui arrive avec les engrais phosphatés, qui lui est mobile, il circule et c'est lui qui peut rentrer dans les végétaux et de là dans notre alimentation. La voici donc, la raison de notre exception française. Des sols contaminés par des décennies d'épandage d'engrais phosphatés. Ces engrais, la France les importe du Maroc, où les concentrations en cadmium ont été parmi les plus fortes du monde. Une pollution ancienne, parfaitement connue de nos autorités de santé. L'ANSES avait recommandé 20 mg par kilo de cadmium et finalement la législation, sous l'effet de lobby agricole, a tranché pour 60 mg de cadmium par kilo de phosphate. Ça veut dire qu'en fait, vous et moi, nous mangeons 1,4 fois la dose de cadmium maximale recommandée par l'OMS. Comment freiner l'augmentation spectaculaire du taux de cadmium dans les organismes des Français? Les agriculteurs peuvent-ils se passer de ces engrais? Moi, j'aime bien emprunter ce trajet parce que il est préservé de la circulation. Il y a des espaces de nature, même s'ils sont très encadrés, très bien taillés. Mais n'empêche que voilà, c'est quand même un moment où je suis reconnecté avec des espaces verts et c'est quand même un endroit un peu chouette, quoi, pour le paysan que je suis. Benoît Biteau est éleveur et céréalier de grande culture, dont du blé cultivé en bio. Il est aussi député des Charentes-Maritimes et porteur d'un projet de loi pour supprimer l'apport de cadmium dans nos sols. La règle européenne qui s'impose à tous les États membres, c'est 60 mg. On est déjà
3 fois plus élevé que ce que préconisent les agences sanitaires. Et en France, pour pouvoir continuer de s'approvisionner sur les gisements marocains surtout, on a demandé à pouvoir utiliser des phosphates à 90 mg par kilo. Et c'est ce qui explique que les sols français sont plus contaminés que les autres sols d'Europe. C'est 2 fois plus que les sols allemands, 3 fois plus que les sols belges, parce que les agriculteurs allemands et belges s'approvisionnent en Europe du Nord pour enrichir leurs sols en phosphate. Pour mettre fin à cette exception française, des solutions existent. La France pourrait s'approvisionner, elle aussi, dans les gisements d'Europe du Nord, ou bien retirer une partie du cadmium des engrais marocains. Mais pour ce paysan, la meilleure des solutions serait que l'agriculture française renonce aux engrais chimiques. On parle beaucoup du bio, on parle beaucoup de tout ce qui est vertueux, mais on est une toute petite partie sur la globalité de l'agriculture française. On respecte les sols, on respecte les rivières. C'est vraiment une autre logique, c'est un autre modèle de pensée agricole. Quand ils se sont installés dans cette ferme du Limousin il y a 7 ans, Claire et Gaël ont fait le choix de l'agriculture biologique. Claire au maraîchage. Là, on a des petits melons, là, on a des blettes. Et Gaël aux céréales. On arrive sur la parcelle de blé. Donc c'est un blé qui a été semé il y a du coup 4 mois. Pour faire pousser ce blé-là, il n'y a rien d'autre que la semence de blé, la terre et l'eau qui tombe du ciel. Inconcevable pour le couple de déverser des engrais chimiques qui pourraient nuire à la terre. Pour la nourrir, ils ont recours à des engrais verts. Ce qui nous intéresse, nous, en tant qu'agriculteurs, c'est de pouvoir ramener de l'azote au sol, parce que c'est ça qui va permettre après au blé de bien pousser. Donc on va utiliser les légumineuses pour amener de l'azote au sol. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir de l'engrais chimique ou d'avoir du fumier de vache, moi, je vais utiliser la plante comme engrais à travers les légumineuses qui vont capter l'azote et le ramener au sol. Et du coup, on fait 3 années de légumineuses pour enrichir le sol, puis 1 année de blé qui va profiter de ce que le trèfle a pu amener au sol pour lui pousser. Au potager, même système pour Claire. Des engrais verts et une rotation des cultures pour garder un sol bien en vie. Donc déjà, ça s'enfonce comme dans du beurre. Donc ça montre quand même que c'est un sol qui est bien aéré. Et dès que je passe un coup de groulinette, il y a tous les vers de terre qui sortent. Mais permettre à la terre de rester vivante, ça prend du temps. Et de la place. Sur les 32 hectares de l'exploitation, 8 seulement donnent du blé chaque année. Moins rentable forcément pour le céréalier, d'autant plus qu'il a choisi de cultiver des blés anciens. Là, quand on regarde le grain, il est beaucoup plus petit que ce qu'on peut voir dans les blés plus modernes, mais on produit la quantité de blé qu'on a besoin pour faire le pain. Le pain, voilà le secret de Gaël pour vivre de son exploitation. Car il n'est pas seulement fermier, il est aussi meunier et boulanger. Et donc voilà la farine, qui est toute fraîche, qui vient d'être faite et qui servira pour la fournée de la semaine prochaine. Ça roule les gars? Ouais. Qu'est-ce qu'il raconte ce four? Il est bien comme tu veux? Ouais. 2 jours par semaine, Gaël se consacre à la fabrication du pain. 130 kilos réalisés en quelques heures et qui seront vendus cet après-midi même sur le marché à des clients qui l'ont déjà précommandé. Moi, avec la production de blé que je fais aujourd'hui ou de farine, je ne pourrais pas vivre de mon activité. 1 kilo de pain, je le vends 5 €. Si je devais vendre 1 kilo, enfin 4,70 exactement. Si je devais vendre 1 kilo de farine ou 1 kilo de blé, il faudrait que j'ai une beaucoup plus grosse surface agricole. Et vu que faire du tracteur, c'est pas ce qui m'intéresse le plus, ben, ça me va bien de pouvoir faire un petit peu de tout. Cette maîtrise de toute la chaîne permet à Gaël de se verser un salaire et de prendre des vacances. Mais aussi d'être certain de nourrir ses clients avec du bon pain. Quand ça fait ce bruit-là, c'est que c'est cuit. Là, c'est ce qu'on cherche. Tu vois, là, il est bien développé, la grigne est belle. Ce pain, réalisé avec un blé vierge de tout engrais au cadmium, est-il pour autant moins contaminé? Le paysan boulanger a accepté que nous fassions analyser un échantillon. Hop. Et voilà. Quelques jours après notre tournage, nous avons reçu les résultats.
Avec une teneur moyenne de 0,020 microgrammes de cadmium, ce pain se situe dans la moyenne basse des pains complets, mais contient 3 fois plus de cadmium que le pain d'Adriano réalisé avec la farine sicilienne. Rien d'étonnant, il y a 7 ans encore, les champs de Gaël étaient cultivés en conventionnel. Et le cadmium met du temps, beaucoup de temps à disparaître, 10 ans à 1 siècle, selon la nature des sols. Pas de quoi décourager le couple, plus que jamais convaincu qu'il faut arrêter au plus vite de déverser ce métal lourd dans notre environnement. Mais en attendant, nous, on fait comment? Déjà, réduire la quantité de céréales. En plus, c'est plein de sucre. Nutritionnellement, c'est pas très bon. On peut préférer les flocons d'avoine bio, l'avoine est moins contaminée, toujours avec modération. Pinces, céréales, pommes de terre, c'est toujours avec modération. Bio si possible, parce qu'il n'y en aura pas 0, mais il y en aura moins. L'alimentation biologique reste en effet une bonne option contre le cadmium. Selon la plus vaste étude réalisée sur le sujet, le bio contient 48% de cadmium en moins que les autres aliments. Seule exception à cette règle, le chocolat. Alors, malheureusement, le bio, c'est formidable pour plein de choses. C'est recommandé pour l'environnement, pour la santé, pour la plupart des aliments. Mais dans le cas particulier du cacao, souvent les cacaos labellisés viennent plus d'Amérique latine et de régions dont les sols sont fortement contaminés au cadmium. Résultat, le chocolat bio présente souvent des taux de contamination plus élevés. On peut d'abord choisir du chocolat dont le cacao vient plutôt d'Afrique, parce qu'en fait les sols sont moins contaminés en Afrique qu'en Amérique du Sud. D'après les analyses qu'on a fait sur une vingtaine de références de chocolat noir, globalement on trouvait 4 fois moins de cadmium dans les chocolats d'Afrique que dans les chocolats d'Amérique du Sud. Limiter notre exposition au cadmium, c'est donc possible en suivant quelques conseils. Manger moins de chocolat, de fruits de mer et d'abats. Réduire l'apport en pommes de terre et en céréales. Remplacer au maximum le blé par l'avoine, le seigle ou le sarrasin. Et enfin, privilégier le bio, sauf pour le chocolat. Pour faire nos courses sans nous intoxiquer, mieux vaut donc être bien informé, et pas seulement pour le cadmium. Un autre polluant vient d'émerger dans notre actualité, et c'est au rayon des huiles alimentaires qu'il se cache. La pression est montée dans les milieux scientifiques, médicaux, pour nous alerter sur l'hexane, un produit chimique présent dans notre alimentation. C'est un solvant issu du pétrole. Quand j'ai commencé l'enquête, c'est un des sites sur lesquels je suis le plus souvent venu pour essayer de comprendre, déjà de décrypter ce qui se passait. Sur les bords de la Garonne, ce site de production appartient au leader des huiles françaises. Sur les vidéos mises en ligne par le groupe, il n'est question que de graines nettoyées et pressées, d'un procédé 100% naturel où jamais il n'est question d'hexane. Guillaume Coudray a été l'un des premiers à s'intéresser au sujet. Quand on presse les graines, juste dans un moulin, comme on le fait en partie dans cette usine, il y a 10%, un peu plus, un peu moins, ça dépend des lots, d'huile qui reste dans la graine. Alors pour aller récupérer ces 10% d'huile supplémentaire, on utilise cette technique d'extraction chimique, d'extraction à l'hexane. Ça permet comme ça de maximiser les rendements. En fouillant dans les archives de ces industriels, le journaliste a découvert que cette pratique est loin d'être nouvelle. Elle remonte au milieu des années 30. Au début, quand on a commencé à faire ça, on pensait que les résidus d'hexane qui pouvaient rester dans le produit n'allaient avoir aucun effet sur la santé des êtres humains. Malheureusement, quelques décennies après, une fois qu'on avait déjà construit pas mal d'usines, on a compris que ces usines, en fait, reposaient sur l'utilisation d'un solvant problématique. Bien, il était un peu trop tard. Cette extraction à l'hexane est alors devenue l'un des secrets les mieux gardés de l'industrie agroalimentaire. Même les employés du groupe ignoraient cette pratique.
Sébastien Loctin a créé sa marque d'huile il y a 16 ans. Avant cela, ce chef d'entreprise a exercé pendant 9 ans le poste de responsable commercial de l'huile la plus vendue en France, sans jamais entendre parler d'Exane. Une marque aussi connue, moi j'étais très fier. C'est-à-dire que cette marque, elle est présente dans le placard et dans le cœur de beaucoup de Français. On est extrêmement fiers de travailler pour ce genre de marque. On est jeune, on sort d'école de commerce. Et effectivement, j'étais absolument convaincu qu'on vendait des huiles qui étaient totalement neutres, voire bienfaisantes pour la santé humaine. Quelques années après son départ, c'est en travaillant pour un autre groupe que Sébastien Loctin découvre l'Exane et réalise que tous les gros acteurs du secteur ont en réalité recours à des techniques dignes des raffineries pétrolières. Il faut bien imaginer qu'on est en train de prendre des graines qu'on a écrasées et qu'on jette dans des bains de pétrole, dans des bains d'essence. Derrière, on récupère un espèce de micella composé d'essence et d'huile. Il faut bien le nettoyer. Et en plus, dans ce micella, il y a également des pesticides puisque ces graines ont été traitées au phytosanitaire. Donc il faut arriver à nettoyer, à retirer cet hexane, à retirer les pesticides. Et là, évidemment, il faut faire appel à des process de production qui sont assez lourds. Donc on va utiliser de l'acide phosphorique, de l'acide sulfurique, de la soude. On va utiliser également de la terre de chaux ou de la silice pour décolorer. On va monter à des très hautes températures pour désodoriser. Et de façon à avoir à la fin un produit qui n'a plus de goût, plus d'odeur, plus de couleur et qui est donc jugé propre à la consommation. Vous aussi, vous avez le sentiment qu'on ne vous a pas tout dit. Pourtant, rien n'oblige les industriels à mentionner l'hexane sur les emballages. Alors quand l'ONG Greenpeace a appris que cet hydrocarbure servait à fabriquer nos huiles, elle s'est aussitôt saisie du dossier. Choquée du grand écart entre les promesses de bonne santé et la réalité. C'est particulièrement inquiétant parce que c'est effectivement pas mal recommandé, notamment de la part des nutritionnistes, parce que riche en vitamine D et en vitamine E. Et donc, oui, il y a une recherche d'avoir un produit qui peut être bon pour la santé. Et effectivement, là, on se retrouve un peu berné quand on découvre que ces huiles sont produites avec un solvant pétrochimique qui peut être dangereux pour la santé des gens. Et même si l'hexane est censé disparaître par magie, Greenpeace a voulu savoir s'il en restait des traces dans notre huile. L'ONG a fait analyser les 4 marques les plus vendues en France et a publié son rapport en septembre 2025. On retrouve entre 0,04 mg et 0,08 mg par kilo de résidus d'hexane. Donc on peut se dire c'est extrêmement faible. Et par ailleurs, les industriels nous répondent c'est légal, c'est en dessous du seuil réglementaire. Mais nous, c'est bien là qu'on est extrêmement critique. La réglementation qui aujourd'hui autorise et encadre le fait d'avoir des résidus d'hexane dans les huiles, elle est extrêmement vieille, elle date de 1996. Elle est obsolète sur tout un tas d'études scientifiques. Et donc elle n'est pas protectrice, elle est plus suffisamment protectrice des consommateurs. Mais prend-on un risque à consommer ces huiles au quotidien? Réponse avec Xavier Coumoul, toxicologue et spécialiste des polluants environnementaux. Il y a des études qui semblent montrer que des huiles végétales produites avec de l'hexane contiennent encore des traces d'hexane. Donc ces huiles végétales, on les consomme par l'alimentation, ce qui veut dire qu'on est potentiellement exposé à des quantités d'hexane qui sont faibles, mais qui sont quand même, du point de vue purement de la réglementation, préoccupantes. 1, parce que l'hexane est un neurotoxique. Il abîme notamment tout ce qui est le câblage des neurones. Et 2, il n'y a pas à l'heure actuelle de réglementation quant à une certaine dose journalière admissible. En gros, c'est à quelle dose on peut ingérer un polluant en se disant il ne provoquera aucun effet sur mon organisme. Donc on ne sait pas, en fait. On ne sait pas à quelle dose il agit. Un hydrocarbure connu pour être neurotoxique depuis les années 60 et dont on ignore tout de l'impact réel sur notre organisme, l'hexane a de quoi susciter l'inquiétude. D'autant plus que selon Greenpeace, sa présence dans nos aliments ne se limite pas aux huiles. Les graines pressées à la fabrication servent ensuite de nourriture aux animaux d'élevage. C'est ce qu'on appelle les tourteaux. Et donc, ces tourteaux se retrouvent avec des résidus d'hexane et sont ensuite consommés par des animaux, par exemple par une vache qui va consommer son alimentation dans laquelle il y aura des tourteaux avec des résidus d'hexane. Et cette vache va ensuite produire du lait dans lequel va se retrouver des résidus d'hexane que nous-mêmes, on va consommer ensuite dans des produits laitiers. L'ONG a fait analyser ces produits d'origine animale.
Sur les 9 échantillons de poulet, un seul contenait de l'hexane. En revanche, dans le beurre, les analyses révèlent des quantités similaires à celles retrouvées dans les huiles. On ne devrait pas retrouver des résidus d'hexane dans ce type d'aliment, parce qu'en tout cas, la réglementation ne l'identifie pas. Et donc, ça veut bien dire qu'il y a une sorte d'angle mort sur la question des produits d'origine animale, alors même que c'est une voie de contamination très claire. Donc, on demande plus de transparence, mais on demande très formellement l'interdiction à long terme et l'arrêt de l'usage de l'hexane dans l'industrie agroalimentaire. Interdire l'hexane au nom du principe de précaution ne serait un problème que pour les géants du secteur. Les petits producteurs, eux, ont toujours fait sans. Alors pour produire une huile sans hexane, on fait comme on fait sur l'huile d'olive vierge extra. C'est-à-dire qu'on va prendre une graine de colza, de tournesol, de lin, on va la broyer et on va récupérer, en la broyant, en l'écrasant, par presse mécanique, on va récupérer l'huile qui est contenue dans la graine et ensuite on la filtre et on obtient une huile vierge. Donc la garantie que l'huile n'a pas été extraite à l'hexane, c'est la dénomination vierge. La pression à froid garantit une huile, mais aussi des tourteaux sans hexane. Ces restes de graines qui servent d'alimentation aux animaux. Produire sans chimie, c'est donc possible sur toute la chaîne alimentaire, juste moins rentable. Sur le critère pur de l'extraction, aujourd'hui, on va être sur des surcoûts entre 5 et 10% maximum, donc quelques centimes par bouteille. Entre une huile qui a été extraite à l'hexane et une huile qui est pressée mécaniquement. Mais à partir du moment où on utilise un solvant neurotoxique avéré, qui est toxique, qui est reconnu par l'Union européenne comme un solvant hautement préoccupant, on ne devrait même pas se poser la question finalement du coût économique, parce qu'on est face à un enjeu de santé publique, face à des consommateurs qui finalement achètent des produits sans savoir qu'ils se mettent potentiellement sous risque au niveau sanitaire. Seulement 10% des huiles présentes sur le marché sont produites sans hexane. Pour les repérer, il faut donc se référer aux mentions vierge, extra vierge ou première pression à froid. Et une fois encore, faire confiance au label bio qui interdit tout recours à l'hexane. L'avantage du bio, c'est qu'il vous garantit aussi que votre huile ne contiendra pas de pesticides. Et voici d'autres produits chimiques. Ce sont les pesticides. Certains d'entre eux ont été interdits au fil des ans. Pourraient-ils être réautorisés en France ? 50% des légumes et 80% des fruits issus de l'agriculture conventionnelle contiennent au moins un résidu de pesticides. Les plus contaminés, les cerises, les fraises, le raisin, mais aussi le fruit préféré des Français, la pomme. Existe-t-il d'autres solutions que le bio pour y échapper ? Peut-on se fier aux promesses de certains emballages ? Pour le savoir, nous avons fait analyser ces pommes non bio et pourtant garanties sans traitement chimique après la récolte, dans l'un des laboratoires de référence en France, au CHU de Limoges. Dans ma main gauche, notre sachet de pommes. Bonjour. Et à droite, des pommes bio. Merci. C'est parti. Le professeur Saint-Marcoux est toxicologue et spécialiste des pesticides. Son service réalise chaque année des milliers d'analyses pour des entreprises de l'agroalimentaire. Biologique et non biologique. Ici, on peut identifier plus de 400 résidus de pesticides différents dans les aliments. On va faire la moitié du sachet. On les broie directement avec la peau. Combien de pesticides seront retrouvés dans nos pommes ? Est-ce que la promesse du sans traitement chimique sera tenue ? On peut voir que dans les pommes bio, on ne détecte pas de pesticides sur les 450 que nous, on recherche. Tandis que dans les pommes non bio, on a un pic de pesticides qui correspond au pyriméthanyle. Là, on voit bien le pic. Le pyriméthanyle, c'est un pesticide utilisé contre les champignons parasites. Et ce n'est pas le seul traitement chimique présent dans l'échantillon issu de l'agriculture conventionnelle.
On a retrouvé une poignée de pesticides dans les pommes que nous avons testées. Des pesticides usuels, alors des fongicides qui sont utilisés pour protéger les pommiers, par exemple la tavelure du pommier qui est quelque chose de connu, ou des insecticides, ou alors leurs produits de dégradation. Alors je dois dire que dans ce cas-là, on a retrouvé quelques molécules avec des concentrations qui sont un peu élevées. Au total, 9 résidus présents dans les pommes et à des doses qui dépassent parfois les limites maximales autorisées. Bien loin de la promesse rassurante du sachet. Oui, c'était marqué pas de pesticides après la récolte, mais si des pesticides ont été utilisés, une fois encore, pour protéger les sols, protéger les arbres, eh bien en fait ces pesticides qui sont dits systémiques sont absorbés par l'arbre, sont absorbés par les feuilles et finissent leur vie quelque part dans le fruit. Ces résidus de pesticides, est-il possible de s'en débarrasser avec des gestes simples ? L'équipe du laboratoire a accepté de nous aider à répondre à cette question. On a récupéré vos pommes que vous avez achetées dans le commerce, qui ne sont pas bio. On a lavé une partie de ces pommes-là pour voir si on pouvait enlever des pesticides uniquement en les lavant sous l'eau du robinet, exactement comme on fait à la maison. Et ensuite, on a pelé pour voir où se trouvaient exactement les pesticides. Si quand on pèle une pomme, on enlève les pesticides ou pas. Un lot de pommes lavées, un autre épluché. Et pour le dernier, après lavage et épluchage, on prépare une petite compote. L'intérêt, c'est de savoir si la cuisson a un impact sur les pesticides et si ça va les détruire. Est-ce que dans la compote, on retrouvera autant de pesticides que dans une pomme fraîche ? Ce que l'on peut imaginer, c'est que le fait d'enlever la peau enlève une partie des pesticides s'il y en a et que la cuisson puisse également en éliminer, mais les analyses vont nous répondre. Donc là, pour cette molécule, il y en a. Premier constat, le lavage n'a eu aucun impact sur la réduction des pesticides. Il y en a plus dans la peau. Oui. Qu'en est-il de l'épluchage et de la cuisson ? Lorsque l'on analyse la peau toute seule dans son coin, on retrouve la moitié de la quantité totale de pesticides dans cette peau. Donc si vous enlevez la peau, vous enlevez la moitié des pesticides qui sont présents dans le fruit. La cuisson peut éliminer quelques pesticides, mais la plupart des pesticides restent stables même à la chaleur. Donc même dans le produit cuit, il restera des pesticides quand il y en a au départ. Cette expérience confirme les données existantes. Il est bien difficile d'échapper aux pesticides contenus dans les fruits et légumes issus de l'agriculture conventionnelle. Ces pesticides sont-ils à risque quand ils sont consommés à très faible dose ? À Paris, le laboratoire de Xavier Coumoul étudie les effets des polluants sur les cellules humaines. Les données recueillies ici ont donné lieu à de nombreuses études scientifiques établissant des liens solides entre pesticides et maladies. On a pu montrer, par exemple, un lien entre l'exposition à la chlordécone et le cancer de la prostate. Ensuite, il y a beaucoup de données qui proviennent des populations d'agriculteurs qui nous permettent de démontrer qu'il y a certains cancers, notamment des cancers du système nerveux lymphatique ou du sang, qui sont associés avec l'exposition aux pesticides. On a aussi des maladies neurodégénératives, notamment la maladie de Parkinson chez les agriculteurs, qui est reconnue comme maladie professionnelle. Et on démontre, dans l'expertise de 2021, qu'il y a 2 cancers, des cancers du cerveau et des cancers du sang, qui sont associés chez les enfants à l'exposition à certains types de pesticides. Donc, principalement 2 pôles, la cancérologie et la neurologie. Ces maladies graves résultent souvent d'expositions à forte dose. Mais pour ce toxicologue, aucun doute, notre alimentation suffit à nous exposer. Alors on pourrait se dire, faible dose, c'est bizarre. En fait, ce qu'il faut quand même comprendre, c'est que l'alimentation, on y est exposé de manière répétée. On boit tous les jours, on mange tous les jours. Et donc, la répétition de l'exposition fait que, comme ce sont des substances qui, de toute façon, sont dangereuses, puisqu'on les utilise pour tuer, voire repousser ou contrôler, même si c'est à faible dose, il va potentiellement présenter un risque pour la santé. Impossible d'incriminer un aliment plus qu'un autre. C'est le cumul, le cocktail de milliers de molécules qui impactent notre santé. Et il faut des années, parfois des décennies aux chercheurs pour prouver le lien entre un seul de ces polluants et une maladie. Il est clair que
on a toujours l'impression de courir après des molécules qui ont été mises sur le marché depuis 10 ans et pour lesquelles on commence à avoir des signaux d'alerte et pour lesquelles le principe de précaution n'est pas appliqué. Et même quand les scientifiques parviennent à démontrer la toxicité d'un pesticide, des politiques peuvent tenter de le remettre sur le marché. Quand j'ai commencé la chimiothérapie, c'est là où j'ai découvert la loi du plomb et je me dis mais comment c'est possible ? En janvier 2025, Fleur Breteau lutte contre son 2e cancer quand elle entend parler pour la première fois d'un projet de loi qui propose de réintroduire un insecticide interdit depuis 2018. Quand on est malade, on est tout d'un coup plus attentif à certaines choses. Et là, je suis attentive à la loi du plomb parce que je vois qu'il y a un produit bizarre qui s'appelle l'acétamipride, qui est un néonicotinoïde. Avant, je ne savais pas le dire d'un coup. Et je me dis, mais c'est bizarre, c'est une loi pour aider soi-disant les agriculteurs et on parle de produits chimiques. Et j'apprends en plus que c'est un produit hautement toxique pour la santé humaine. Et je me suis dit, mais c'est pas possible, on ne peut pas laisser faire. Cette colère qui grandit en elle, Fleur Breteau décide alors de l'exprimer publiquement. Elle crée un collectif qui réunit en quelques mois plusieurs centaines d'adhérents et s'invite à l'Assemblée nationale avec d'autres militants le 8 juillet 2025. Nous sommes réunis aujourd'hui pour l'acte final du triste spectacle de la loi du plomb. Et l'idée, c'était de se dire que notre présence allait apporter une forme de gravité à la session du vote de la loi du plomb. Et au bout d'1 heure et demie, j'ai compris que ça ne marchait pas. Cette loi du plomb, sans renoncer à la vigilance environnementale, apporte pragmatisme et justice. Et disons-le sans ambiguïté, il n'y a pas de menace majeure liée à l'acétamipride, en France comme chez nos voisins qui n'ont jamais cessé d'avoir recours à cette molécule. Ils allaient réintroduire l'acétamipride. Je voyais leurs doigts appuyés sur un détonateur de maladie. Pour 316 contre 223, l'Assemblée nationale a adopté la proposition de loi. Et je me suis dit, il faut que je dise quelque chose. Et je me suis retournée, j'ai vu que j'étais la seule à avoir la tête de la chimiothérapie, la tête du cancer. Et donc je me suis levée et j'ai hurlé, vous êtes les alliés du cancer et nous le ferons savoir. Et après, je les ai regardés, je me suis retournée pour partir et malheureusement, le mépris a pris le dessus et les députés d'extrême droite et des droites m'ont hué. Et j'aurais dit, regardez-moi, regardez-moi, on se reverra. Ce coup d'éclat marque le début d'une mobilisation citoyenne sans précédent. La pétition contre la loi du plomb réunira plus de 2 millions de signatures. Et en août 2025, le Conseil constitutionnel finit par censurer la réintroduction de l'acétamipride pour non-respect du principe de précaution. Un sursis plus qu'une victoire, car les promoteurs de la loi travaillent déjà sur une nouvelle mouture. Ces gens-là nous font perdre un temps précieux à force de remettre en doute la science. Le Conseil national de l'Ordre des médecins a dit le 28 juillet 2025, que le doute n'était plus raisonnable sur les pesticides et qu'il fallait écouter les alertes des scientifiques. On demande quoi de plus ? Une agriculture sans pesticides ni aucune autre chimie est pourtant possible et déjà pratiquée par les 17% d'exploitations agricoles françaises engagées en agriculture biologique, comme celle de Claire et de Gaël. Mais cette agriculture respectueuse des sols et de notre santé cultive des surfaces restreintes. Alors pourrait-elle nourrir tout le monde ? Au Muséum d'histoire naturelle, pour notre spécialiste du vivant, cela ne fait aucun doute. Si vous faites par exemple des céréales en bio, c'est moins 30% de production. Bon. Mais d'un autre côté, vous avez des cultures mélangées, par exemple les métailles, où vous mélangez une céréale et puis une légumineuse comme des pois, qui produisent 30% de plus à l'hectare. En fait, on peut nourrir la planète, on peut notamment nourrir la France, mais il faut financer la transition. Et on ne peut pas demander aux agriculteurs qui sont dans la merde financière de le faire tout seuls. Il faut les aider, et du coup, nous paierons moins. Et soyez tranquilles, nous mangerons autant, simplement ce ne sera pas de la merde.
Pour nous débarrasser des pesticides, mais aussi du cadmium dans nos aliments, nous n'avons pas d'autre choix que de transformer en profondeur notre modèle agricole et imposer des règles à nos industries pour que notre santé passe avant leur profit. En attendant, l'une des solutions consiste à choisir l'alimentation biologique, à condition d'en avoir les moyens ou de faire des sacrifices pour pouvoir se l'offrir. On a besoin que la nourriture bio soit accessible à tous les porte-monnaies. Et que ça soit la nourriture normale. Je veux dire, payer pour de la nourriture empoisonnée, déjà, c'est complètement dingue. Et pour ça, il faut transformer le modèle agricole et arrêter de subventionner les industriels. Et on va y arriver. 74% des Français renoncent au bio pour des raisons financières. Subventionner cette alimentation serait miser à long terme sur la bonne santé de nos terres et de nos corps. Il faut bien dire une chose, c'est que la pollution de l'environnement, elle finit par engendrer des coûts pour la sécurité sociale, parce qu'il y a l'émergence de certaines pathologies qu'on n'avait pas autant représentées dans la société auparavant. Donc à un moment ou un autre, on finit toujours par le payer. Il faut comprendre qu'aujourd'hui, chaque fois qu'on achète 1 euro d'aliments, selon de très nombreuses sources qui ont fait le calcul, c'est entre 1 et 2 euros qu'on paiera après pour réparer des environnements pollués par des marées vertes à cause des engrais, pour des agriculteurs malades, pour des consommateurs qui auront des maladies. Payer un peu plus cher pour réduire les intrants, pesticides, engrais ou améliorer leur qualité, c'est s'assurer de ne pas payer beaucoup plus cher demain. Merci à toutes les personnes qui ont participé à ce documentaire. On va bien sûr poursuivre la discussion avec nos experts qui sont prêts, je l'espère, à répondre à toutes les questions pour nous aider à faire les bons choix et tenter de dépolluer au maximum nos assiettes. Mais avant, on va donner la parole aux premiers concernés, les consommateurs, vous et moi. Christine et Amar sont avec nous ce soir. Bonsoir. Bonsoir. Déjà, comment vous réagissez à ce que vous venez de voir là? Ça vous rassure? Non, écoutez, finalement, quand on voit ce documentaire, on se pose des questions sur qu'est-ce qu'on va manger, qu'est-ce qu'on doit manger. Voilà. Et puis maintenant, alors vous avez du temps, vous êtes à la retraite, tous les deux. Bonsoir d'ailleurs. Bonsoir. Et alors, ça se passe comment les courses, par exemple? Qu'est-ce que vous achetez? Alors, Amar, je crois que vous faites plutôt confiance à Christine sur ce sujet. Je lui donne la responsabilité de faire les courses. Oh là là, donc, lourde responsabilité. Une lourde responsabilité, oui. Alors, comment ça se passe les courses, du coup, Christine? En fait, les courses, avec les informations que l'on a, on finit par ne plus se voir quoi acheter. Et puis, moi, je passe un temps fou, en fait, à lire les compositions quand je dois acheter un article que je n'ai pas l'habitude d'acheter. Voilà. Et du coup, maintenant, vous avez changé votre alimentation. C'est ça, ça vous a donné envie de changer l'alimentation. Tellement vous étiez perdu, vous achetez du bio maintenant, c'est ça? Tout à fait. En fait, on se dirige de plus en plus vers le bio. Mais en fait, ça a un coût. Eh oui. Donc, on ne peut pas toujours privilégier le bio. On va privilégier ce qui est sans résidus de pesticides, voilà, ce genre de courses. Mais voilà. Depuis quand vous avez changé vos habitudes? Depuis quand vous êtes hyper vigilant, justement, sur ce que vous mangez? Et depuis quand vous lisez les étiquettes, etc.? En fait, c'est depuis qu'on a aussi des maladies, enfin des cancers dans la famille. D'accord. Donc, des cancers autour de nous. On apprend que finalement, c'est lié aussi à l'alimentation, ce qu'on consomme. Il y a de plus en plus il y a des pesticides, des additifs, il y a des polluants. Donc, ça à la vous a limite, fait peur, en tout cas. Voilà, fait, oui. voilà. Et alors, vous, Amar, vous avez décidé de cultiver votre propre potager. Voilà, j'ai un petit potager, il n'est pas bien grand. Je crois, il est pas mal quand même, on le voit en photo, là. C'est un petit potager où je fais des tomates, des courgettes, des concombres, des haricots. Mais malgré tout ça, on ne sait pas si c'est vraiment sain, si c'est pas pollué. Même vos propres légumes, c'est ça? Vous n'êtes pas encore totalement rassuré? On n'est pas sûr, avec l'environnement. Et donc, mais bon, on essaye quand même de privilégier le bio aussi, et puis de faire attention, voilà. D'accord. Christine, un petit secret, peut-être une astuce pour nous aider? De quel ordre? Non, mais qu'est-ce que vous achetez? Quelle a été la révélation pour vous? Qu'est-ce qui a changé vraiment? Est-ce qu'il y a un aliment particulier que vous préférez maintenant acheter
Bio ou qu'est-ce que vous privilégiez? Alors, par exemple, je ne veux pas acheter de raisin parce que il y a beaucoup de je sais qu'il y a beaucoup de pesticides. Les pommes, par exemple, non plus. Je vais acheter des pommes bio parce que on ne sait pas si même en les lavant, on va pas être touché par les pesticides. D'accord. Donc, je comprends. On va apprendre plein de choses ce soir. Vous allez voir. Merci beaucoup à tous les deux. Merci beaucoup. On va bien sûr répondre à toutes les questions que vous soulevez avec ce témoignage, évidemment, très représentatif du désarroi des Français face aux alertes sanitaires qui se multiplient autour de l'alimentation. 3 experts pour cela avec nous. Le professeur Xavier Coumoul, bonjour. Bonjour. Toxicologue, biochimiste à l'Université Paris-Cité, directeur de recherche à l'INSERM. On vous a vu bien sûr dans le documentaire, vous étudiez les effets des substances polluantes sur notre santé. Et votre dernier livre en parle, il s'appelle Poison, c'est aux ateliers d'Argol. À vos côtés, Christophe Lavelle. Bonsoir, biophysicien, chercheur au CNRS et au Muséum d'histoire naturelle. Vous venez de publier Plaidoyer pour le gras chez Hachette et avec vous, on parlera de l'alimentation avec un éclairage bien sûr scientifique et vous allez nous donner des conseils. Et puis Camille Doriose, bonjour, directeur des campagnes pour Foodwatch France, qui est une ONG qui défend les consommateurs et qui milite pour le droit à une alimentation saine et sans risque. Tout de suite, je voudrais juste qu'on réagisse à ce qu'on vient d'entendre. C'est très bien effectivement de faire pousser, d'avoir son potager, on se dit que c'est quand même assez sécurisant. Je ne vais pas raconter ma vie, mais enfin, j'ai un balcon, je mets des tomates, des herbes aromatiques, des fraises, des framboises. Comment on sait si c'est plus sain ou pas? On fait comment? Alors, ça, c'est sûrement, en tout cas, dans les agglomérations, c'est sûrement plus sain que de cultiver directement dans la terre, parce qu'on ne sait pas d'où provient nécessairement la terre, à moins d'avoir un historique. Ensuite, mon expérience, moi aussi, je fais ça. Mais j'ai un carré potager et j'ai acheté de la terre, agriculture biologique, etc. Un peu plus cher que de la terre, on va dire, de jardinière classique. Mais j'ai pas la certitude absolue qu'il n'y a rien non plus. C'est pas pour autant qu'on est complètement sûr. Complètement tranquille. Par contre, ma ville, je sais, j'ai découvert ça il y a 2 jours, elle propose des analyses de sol gratuites. Donc il y a peut-être moyen aussi, pour vous, de voir si votre ville propose ce type de service. On peut tester mes jardinières, s'il vous plaît. Ouais, aussi. D'accord. Aussi. On va reparler évidemment cadmium, pesticides, hexane. Je voudrais qu'on commence avec la question du mercure, qu'on retrouve, vous le savez, en grande quantité dans le poisson, et notamment dans le thon. Vous en mangez encore du thon? Non, du tout. Non? Du tout. Non. À cause de ça? Parce que vous avez peur du mercure? Exactement. Depuis que je sais qu'il y a des métaux lourds dans le thon, dans les gros poissons en tout cas, je vais privilégier les petits poissons, et le thon, non, le thon en boîte, c'est terminé. Alors c'est l'ONG Bloom qui a lancé l'alerte, qui ont fait analyser la quantité de mercure dans 148 boîtes de thon. Écoutez les explications de Pauline Brécot et je reviens à vous juste après. Dans ces 148 échantillons, on a trouvé que 100% d'entre eux étaient contaminés au mercure. Ensuite, la question, c'est de savoir à quelle dose, à quelle quantité, et est-ce que c'était dangereux pour la santé. Aujourd'hui, ce dont on s'est rendu compte, c'est que 50% des boîtes qu'on avait analysées dépassaient le seuil le plus restrictif qui existe au niveau européen pour les poissons, de 0,3 mg de mercure par kilo. Donc ça, c'est extrêmement préoccupant. Maintenant, c'est pas forcément étonnant, parce qu'on s'est aussi rendu compte qu'en fait, au niveau européen, les normes, en tout cas le thon, faisait l'objet d'une exception. Comme le thon est naturellement plus contaminé, parce que c'est un poisson prédateur, alors les normes sanitaires sont rehaussées pour pouvoir lui permettre d'être commercialisé. Malheureusement, il n'y a aucune différence entre les marques sur le niveau de contamination. Tous les thons sont contaminés. La norme est faite pour ne pas être dépassée, donc on va en retrouver partout, même les marques qui peuvent être un petit peu plus chères. Bon, tous les thons sont contaminés, parfait. C'est quoi les autres poissons concernés par le mercure? Alors du coup, sur la contamination au mercure, on est sur une contamination qui est très large et environnementale. Il y en a vraiment beaucoup dans l'océan. Elle peut être naturelle, mais on voit qu'elle a beaucoup augmenté avec l'activité humaine. Et plus vous êtes sur des poissons prédateurs, du coup, en haut de la chaîne alimentaire, plus il va s'accumuler dans la chaîne alimentaire. Et du coup, le thon étant un des poissons tout en haut de la chaîne alimentaire, Ça veut dire que les petites sardines, on peut en manger? Alors, il y en a moins. Encore une fois. Et du coup, sur le thon, ce qui est aussi intéressant, et c'est ce que souligne Pauline de Bloom à cet endroit-là, c'est que la norme n'a pas été construite pour protéger le consommateur. Elle a été construite dans l'autre sens. On a regardé combien étaient contaminés les thons, et on s'est dit, on veut en garder 95% sur le marché, et on va fixer la norme de cette manière-là. C'est pas vraiment acceptable. C'est pas la manière de protéger correctement la population. C'est pas tout à fait principe de précaution. C'est plutôt un principe de protection
du commerce. Et ça, c'est un des combats qu'on mène avec Bloom, par exemple, depuis 2 ans. Le toxicologue adore cette façon de faire? Oui, alors pas trop, mais... non, c'est assez terrifiant. C'est vrai que le mercure, il faut rappeler que c'est un neurotoxique. Voilà, donc ça, c'est un point important. Mais en plus de ça, dans ces poissons-là, on peut avoir des polluants organiques persistants, des dioxines, des PCB. Donc il vaut mieux privilégier des poissons qui sont au bas de la chaîne alimentaire et qui, je crois, se reproduisent aussi beaucoup mieux, ce qui permet de préserver aussi la ressource. Alors juste pour ceux qui connaissent rien, je citais les sardines. Qu'est-ce qu'il y a comme vraiment petits poissons qui ont beaucoup moins de danger? Anchois. Très bien. Sardines, maquereaux, anchois. En plus que des poissons bons pour la santé, et en des plus poissons gras. oméga-3. Intéressant. Donc Camille, avec Foodwatch, vous avez participé à cette oui, campagne. Tout à fait. C'est quoi les recommandations aujourd'hui de combien il faut manger de poissons par semaine? Quel type de poisson? Qu'est-ce qu'on fait? Du coup, les recommandations, déjà, ce qui est intéressant, c'est que depuis qu'on a mené cette campagne, les recommandations de santé publique ont changé. Et du coup, il y a clairement une précaution à prendre, particulièrement sur les publics sensibles, du coup, sur les enfants, mais aussi sur les femmes enceintes. C'est-à-dire que le thon, il faut plutôt éviter. On est face à quelque chose qui est particulièrement dangereux quand on parle de mercure. Du coup, là, maintenant, il y a des recommandations qui sont beaucoup plus claires sur les populations sensibles. Et de l'autre côté, les poissons, en vrai, quand on parle d'environnement et de santé en même temps, il faut se tourner vers des poissons qui sont plus petits, comme on le disait, la sardine, l'anchois, qui vont aussi poser moins de problèmes et qui sont tout aussi riches en oméga 3 et en oméga 6, qui, elles, sont vachement très importantes en fait pour le développement, par exemple, des enfants. Et moins cher, les sardines. Et moins cher en passant que le thon, évidemment. Le thon en boîte, le thon pêché, c'est la même chose ou pas pour le consommateur? C'est exactement la même chose. Le risque est le même. Le risque est le même parce qu'en fait, le thon, le mercure est là. J'ai envie de dire, même il peut y avoir une certaine concentration qui peut avoir lieu quand on le met en boîte, parce qu'il y a évidemment une dessiccation du thon qui va concentrer la quantité de mercure à l'intérieur. Oui. Ouais, juste rebondir quand même, on a mentionné le maquereau tout à l'heure, le maquereau est plutôt en danger d'un point de vue écologique en ce moment. Okay. Donc on va plutôt laisser le maquereau de côté et se concentrer. Tranquille. Voilà, parce qu'il faut prendre tous les paramètres en tête. Oui. Ouais, bon, on va se fixer sur la sardine et sur l'anchois, c'est bien ça? D'accord, ça me paraît une bonne idée. C'est quoi exactement les conséquences d'une trop grosse consommation de poissons pollués au mercure sur la santé? Alors, population sensible, c'est important de le rappeler, neurodéveloppement pour les enfants, et puis potentiellement le mercure. En fait, si on le détecte, c'est parce qu'il peut y avoir aussi la présence d'autres types de polluants, d'autres types de métaux, d'autres types de composés organiques persistants. Et donc là, on tombe dans des catégories comme le cancer ou les maladies métaboliques. D'accord, avec des preuves suffisantes. Alors pour le mercure, directement, c'est vraiment la sphère neurologique qui est la plus concernée. Voilà. Oui. C'est important de noter que aussi pour les consommateurs et consommatrices, on a vu, moi j'ai été alerté par exemple par des parents qui me disaient il y a de la salade de thon par exemple à la crèche ou à l'école maternelle, et du coup d'alerter son mère pour aller dire en fait pour les petits là on évite la salade de thon, on évite si possible à la cantine. Pareil, il y a des mères qui se sont engagées à enlever le thon tant que les normes ne seront pas plus protectrices. Je pense que c'est important de rappeler ça. Les petits, on va en parler parce qu'on en reparlera bien sûr avec le cadmium. C'est vraiment une population à laquelle il faut faire vraiment très attention, parce qu'on ne savait pas tout à fait, il faut vraiment surveiller leur alimentation. Alors, dès la période embryonnaire, donc ça veut dire pendant la grossesse, et les papas peuvent faire attention aussi, c'est pas que la maman qui doit faire attention. Embryon... C'est bien de le préciser, ça. Oui, parce que, voilà, embryon, fœtus, jeune enfant, en fait, toute la période des 1000 premiers jours, c'est une période au cours de laquelle il y a tout un développement, et surtout, ils ont des systèmes de protection qui sont beaucoup moins matures que les nôtres. La barrière hémato-encéphalique, celle qui sépare le cerveau du reste de l'organisme, n'est pas mature. Et alors, toutes nos enzymes qui nous permettent de détoxifier, elles ne sont pas complètement matures aussi chez un jeune enfant. Comme d'autres associations, Camille, vous relayez bien sûr les alertes sanitaires sur le sujet des polluants dans l'alimentation. Ça ne s'arrête pas, il faut bien être clair. Franchement, c'est vrai que ce que nous disait Christine, on ne sait plus quoi manger, mais est-ce que vous n'avez pas un peu peur qu'à chaque fois une info chasse l'autre et qu'on ait un petit peu de mal à faire le tri aujourd'hui? C'est vraiment complexe, parce que tous ces contaminants, il faut mener de front toutes ces batailles. Ils sont tous importants. On était très au courant des pesticides. Maintenant, c'est le cadmium qui arrive. Enfin, on se dit, finalement, les pesticides, on va peut-être laisser un peu de côté. En fait, il faut prendre de front... Quelque chose qui est très bien dit dans le documentaire, c'est qu'on paye de nombreuses années d'inaction et d'usage de ces pesticides, de ces fertilisants. Et du coup, aujourd'hui, en fait, pour résoudre toutes ces problématiques, il y a un changement profond de faire de notre manière de produire notre alimentation sur nos territoires. Et du coup, ça résout à la fois les pesticides, à la fois les questions de fertilisants. Ça résout plein de choses. Et du coup, c'est pour ça que c'est intéressant de les prendre aussi de front, parce que le problème, il n'est pas individuel, il est systémique, en fait, au fond.
Oui. Après, en termes d'habitude de consommation, je pense, on a de la chance dans tout ce malheur. Oui, c'est bien. Dites des choses qu'on faut dire, la chance, ça fait du bien. On a toujours dit qu'il fallait diversifier l'alimentation pour éviter les carences, mais pour avoir un maximum de nutriments différents, de vitamines, de minéraux, etc. Alors, un peu ce que nous évoque ce type de scandale à répétition, c'est que finalement, cette stratégie, paradoxalement, marche aussi pour nous protéger, c'est-à-dire qu'en fait, en diversifiant son alimentation, on diversifie les polluants. Donc, en consommant un maximum de polluants différents, nous avons cette chance extraordinaire de limiter la quantité de chacun d'entre eux. Et c'est pour ça qu'on arrive à ce type... C'était ça votre bonne nouvelle. Voilà, ça c'est la bonne nouvelle. Et je suis ravi d'être venu pour délivrer ce message. Et, non, mais c'est important. Mais en même temps, effectivement, c'est aussi le paradoxe, et puis on entendait ce témoignage, chaque consommateur est confronté à cette même problématique, en tout cas ceux qui s'intéressent à leur alimentation. Et c'est vrai qu'on a ces messages paradoxaux. On parlait des petits poissons gras. Pendant longtemps, à juste titre, on nous a dit qu'il fallait les consommer pour les oméga 3. Donc on a enregistré ce message. Aujourd'hui, on dit qu'il ne faut plus les consommer parce que polluants. Et en fait, si, il faut juste, effectivement, diluer les nutriments comme les polluants, et donc avec une alimentation variée, on peut espérer ne pas taper au-dessus des normes. Les normes peuvent être discutées, effectivement. Ça, c'est autre chose. Oui. La question de la santé, c'est aussi une question de santé environnementale. C'est-à-dire qu'en fait, adopter des bonnes pratiques de consommation, ça peut aussi avoir un impact positif sur le vivant, et ça peut en retour avoir un impact positif sur notre santé. Oui. Moi, je voulais juste dire aussi, parce que c'est vrai qu'on voit cette quantité de contaminants. Oui. Et je voulais dire aussi aux consommateurs et aux consommatrices que, par exemple, Foodwatch, nous, on travaille depuis 10 ans sur un contaminant qui sont des résidus d'encre qui finissent dans la nourriture. Ça va être... On a gagné cette bataille, ça a pris 10 ans, mais cette famille de contaminants va être interdite dans notre alimentation. Du coup, on arrive à faire avancer les choses. C'est ça qui est important de le dire aussi. La mobilisation citoyenne, elle permet de faire changer. Les alertes scientifiques permettent de faire changer. Ce qui est important après derrière, c'est de travailler par famille et non pas produit par produit. Et du coup, là, c'est toute cette famille-là qu'on a éliminée. Et du coup, quand on parle par exemple des PFAS, il faudrait parler de tous les PFAS, il faut parler de tous les métaux lourds. Et du coup, ça permet d'avancer assez vite et de résoudre un certain nombre de problèmes. Il y a quand même quelque chose d'étonnant, parce que là, la dernière alerte, effectivement, c'est le cadmium qui panique tout le monde, il faut bien dire. Pourquoi ça fait l'actualité aujourd'hui ? On n'a pas découvert sa dangerosité hier, quand même. C'est parce qu'il y a le travail aussi d'associations qui mettent les choses en évidence. Il y a le travail de scientifiques qui, du jour au lendemain, effectivement, vont publier des études qui mettent en évidence le problème. Et là, il y a aussi les agences sanitaires qui travaillent sur cette question-là. L'ANSES a produit un rapport récent qui alerte sur, effectivement... à nouveau sur la dangerosité du cadmium. Et puis il y a des enjeux géopolitiques. Il ne faut pas oublier que le cadmium, la contamination, elle est très documentée du fait de l'utilisation des engrais phosphatés, qui sont d'une certaine provenance et potentiellement qui pourraient provenir d'autres... on a parlé dans le documentaire effectivement du Maroc. Du Maroc, et puis par rapport à l'Ukraine et à la Russie, etc. Donc je pense que c'est un peu la conjonction de tous ces éléments qui font qu'on se met à en parler. Alors c'est vrai que quand on sait ce qu'est le cadmium cancérigène de classe 1, etc., c'est assez affolant pour le consommateur. Et nous, on est aussi consommateurs. Et quand on reçoit ce genre d'informations, on se dit comment on fait, quoi. Le documentaire montrait bien quand même, donnait quand même quelques arguments assez intéressants, recommandations pour essayer de l'éviter. Mais je crois que ce qu'a permis ce rapport de l'ANSES, effectivement, c'est les deux chiffres. C'est-à-dire que le sujet n'est pas nouveau, mais il est arrivé dans les oreilles du grand public avec deux chiffres très inquiétants qui sont qu'effectivement la moitié dépasse le seuil, effectivement, la moitié entre 18 et 60 ans. Et l'autre chiffre que je trouve peut-être encore plus inquiétant, c'est qu'on est sur une augmentation de 75% sur 10 ans. C'est-à-dire que le problème n'est pas récent, mais il est en train de s'accélérer. Et rien que ça mérite d'être un peu alerte. Et que pratiquement tous les petits ont un seuil dépassé. Oui, parce que même si effectivement les sources de cadmium, ça va être plutôt les abats, des sources qu'on n'a pas l'habitude de consommer tous les jours, le fait de consommer effectivement, s'il y en a en concentration moyenne ou même faible dans les pâtes, dans les pommes de terre, etc., ça, ce sont des aliments auxquels les petits ont accès tous les jours. Donc il y a un vrai enjeu quand même. Et encore une fois, ils sont exposés aujourd'hui. Peut-être que ce sera dans 20 ou 30 ans qu'on aura à gérer vraiment le problème de pathologie de toute une génération. Donc en fait, l'enjeu, c'est maintenant. C'est important de noter que sur le cadmium, moi, je ne connaissais pas obligatoirement le sujet avant le rapport de l'ANSES, et du coup, je m'y suis penché. Et je pense que le point qui m'a le plus choqué, c'est le moment où j'ai compris que la France avait une dérogation pour la quantité de cadmium dans ses fertilisants de 50% plus grande que le reste de l'Europe. Et qu'après, on regarde les chiffres en Allemagne, en Belgique, on voit que les populations sont moins contaminées. Et là, moi, j'ai envie de me retourner et de demander des comptes à ces politiques qui ont, en fait, demandé ces dérogations
sans étude d'impact sur la santé des consommateurs et des consommatrices français. Pire, enfin, tout en connaissant la dangerosité. En vrai, là, on a un vrai problème à cet endroit-là, c'est que, et la réponse du gouvernement, parce que c'est quand même intéressant, d'autres autorités sanitaires disent, du coup, on va passer à 20 au mieux de 60, il faut diviser par 3. En 2038. 2038, si on peut. C'est pas acceptable. Là, on est face à la santé des consommateurs et des consommatrices, c'est pas acceptable. Et après, ce phénomène cadmium, il permet de mettre un effet de loupe extrêmement important sur le fait que notre alimentation, c'est d'abord l'agriculture et ensuite ce qu'on en fait. Et donc, on discute des engrais phosphatés, mais il n'y a pas que ça, effectivement. Il y a tout ce qui est pollution environnementale, il y a l'accumulation industrielle, etc., l'utilisation des bouts d'épuration, tout le système en lui-même, et aussi, à l'échelle, cette fois-ci, du consommateur, notre alimentation, de nouveau, sur laquelle j'insiste, qui est déséquilibrée dans le sens qu'on a une surconsommation, de toute façon, de céréales, de pâtes, de pommes de terre, etc. Et ça aussi, ça participe très largement à la surconsommation des Français par rapport à ça. Donc, il faut quand même garder ça en tête, qu'il y a une faute à l'échelle de l'agriculture et il y a aussi une faute à l'échelle de nos régimes alimentaires qui sont beaucoup trop focalisés sur le blé, notamment. Qu'est-ce qu'on peut donner comme conseil? Le bio, déjà, ça limite pas tout en matière de cadmium. C'est mieux. Alors, les études restent débattues. Celles qui existent montrent qu'on est dans le bon sens, c'est-à-dire qu'il y a moins, en moyenne, tout ça c'est des moyennes, moins de cadmium sur les produits. Par contre, si on prend des produits individuels, on peut parfaitement trouver des produits bio qui sont plus contaminés que des produits dits conventionnels. Mais en moyenne, effectivement, on va plutôt dans le bon sens. Et l'autre, la stratégie à appliquer, encore une fois, je vais le répéter, c'est finalement de passer, par exemple, de changer une partie de ces céréales en légumineuses. Les légumineuses sont moins contaminées. Ça tombe bien, on nous dit qu'il faut manger beaucoup plus de légumineuses, jusqu'à ce qu'on nous trouve un nouveau scandale qui va nous dire qu'il ne faut pas manger de légumineuses. Mais en tout cas, pour l'instant, la science nous dit qu'il faut qu'on en mange plus. Ça va aussi permettre d'alléger notre balance en cadmium. On reviendra bien sûr sur d'autres conseils, évidemment, sur le dépistage, puisque c'est très, très d'actualité. On va d'abord écouter un témoignage, parce qu'il y a eu des cas de contamination en France, même si on parle de ça beaucoup aujourd'hui. Et Nora, vous êtes avec Sullivan, qui a eu la malchance, si on peut dire, d'être surnommé bébé, non pas cadmium, mais cadmium. Oui, Marina, bonsoir Sullivan. Bonsoir. Marina vient de le dire, vous avez été surnommée bébé cadmium parce que vous avez grandi dans un village en Ardennes dont les sols et les eaux ont été contaminés par les rejets d'une usine de retraitement de batteries automobiles. Et puis cette usine rejetait des métaux lourds, du plomb et du cadmium. Et on a trouvé dans votre sang beaucoup de cadmium, vous et celui aussi de certains habitants. Alors le surnom pas très sympa, il est venu d'ailleurs de cet article qu'on aperçoit ici. Voilà, vous êtes sur la photo. D'ailleurs, l'article est titré « Bourg fidèle, le village au bébé cadmium ». Il parle de 22 enfants contaminés dans le village. Bébé cadmium, ça vous a marqué? Ça a beaucoup marqué parce que, comme on a dit, bébé cadmium, on entend ça, donc ça a beaucoup été relayé. Mais après, une fois que ça s'est implanté, bébé cadmium est resté même à l'école, avec les autres familles et tout ça. Donc c'est quelque chose qu'on assimile difficilement, mais bon, on fait avec. Et on a trouvé ça dans votre sang, vous aviez 2 ans. Elles ont montré quoi, ces analyses pour le cadmium? J'avais le double de la dose normale, j'avais 3,80 mg par litre de sang. C'était beaucoup. C'était pas mal. Alors racontez-nous du coup vos problèmes de santé, ce que vous avez traversé pendant votre enfance, Sullivan. Alors c'était un problème de croissance, j'ai eu du mal à grandir, j'étais très blanc, très pâle. Après c'était des problèmes de dents, de dentition qui ont cassé ou qui sont tombés très jeunes. Les dents de lait qui sont tombées à 3 ans. Et puis après, ça a été tout ce qui était bronchite, répétition, otite, tout ça. Donc ça a été un signal d'alarme pour mes parents, quoi. Mon Dieu, ce qu'ils ont dû vivre sans savoir ce qu'ils se tramaient. Exactement. Et alors en plus, il n'y avait pas que vous, il y avait des adultes, des animaux, d'autres enfants. Comment on s'est rendu compte alors que quelque chose n'allait pas dans le village? Il y a une dame qui a créé une association parce qu'elle trouvait bizarre l'usine en plein milieu du village, à côté d'un terrain de jeu pour enfants. Oui, c'est ça, aucune précaution n'avait été prise d'ailleurs par rapport à cette usine. Rien du tout. C'était même pas à l'époque envisageable qu'elle contamine les gens en fait. Donc il y a eu un recensement des décès, des naissances, et puis ils ont fait le lien, beaucoup de cancers, beaucoup de problèmes de Parkinson, de maladies qui sont apparues comme ça. Donc ils ont fait le lien, ils ont fait des analyses de sol, de sang sur les enfants, et le pic de pollution est arrivé en 96, date de naissance, et j'y ai pas échappé. Vous habitiez à côté de l'usine? Oui. Même pas 1 kilomètre. Même pas 1 kilomètre. Vous avez été impacté comment, du coup, vous? Alors, par l'air. Parce que vu qu'ils brûlaient les batteries pour pouvoir récupérer ce qu'il y avait dedans, donc les systèmes de filtration n'étaient pas assez adaptés. Et puis, dans l'eau du robinet qu'on boit,
parce que pour les biberons, pour tout ça. Donc voilà, l'eau et puis dans le ventre de ma mère. Ça c'est surtout, ouais, c'est ça. Pour eux, c'était beaucoup ça, la respiration, l'alimentation de ma mère qui a fait que j'ai attrapé ça à ce moment-là. Alors aujourd'hui, ça vous fait quoi quand vous entendez cadmium dans les journaux un peu partout, maintenant que c'est médiatisé? J'ai ri au départ. Riz jaune, j'imagine. Ah oui, bien sûr, bien sûr. Parce que je me suis dit, il fallait attendre 30 ans pour que ça arrive, alors qu'il y avait quand même une vingtaine d'enfants dans un petit village, au milieu de nulle part, qui essayaient de faire prouver qu'il y avait des problèmes. Oui, qui criaient ça, mais vraiment dans un silence assourdissant, quoi. C'est ça. Et du coup, maintenant, je suis content que ça soit médiatisé, parce que c'est quand même un métaux lourd qui est très néfaste. Mais on a mis trop de temps à en parler. Beaucoup trop de temps. Mais malgré tout, vous n'êtes pas aigri. Non, non. Vous êtes de bonne nature, Sullivan. Rien n'arrive par hasard, donc c'est une phrase qu'on a eue ensemble. C'est, voilà, si malheureusement il m'arrive quelque chose ou quoi que ce soit, c'est la vie, quoi. Alors, vous avez été traité, vous êtes allé jusqu'en Allemagne pour recevoir un traitement médical qui s'appelle le chélation. Je crois que c'est ça. Vous vous en souvenez de ça? Je m'en souviens, c'était un moment bizarre, mais joyeux en même temps. Je suis arrivé dans une petite clinique dans les bois. Alors, quand on est enfant, on voit il y avait un petit parc avec des animaux et tout, donc c'était agréable d'arriver là-bas. Puis après, il y a le réel qui arrive, on voit les blouses blanches, on voit tout ça, on voit les médecins. Vous avez eu peur quand même, j'imagine. Un petit peu, surtout qu'on a essayé en France, mais en France, c'était pas possible. Pour eux, c'était pas normal. Une intoxication métaux lourds, ça n'existait pas en France. Personne ne vous écoutait, quoi, vraiment. Donc on a dû aller en Allemagne, où on a eu un médecin qui m'a dit une phrase qui m'a beaucoup marqué. C'est quand on est arrivé dans son bureau, il a regardé ma mère, il fait « Pour vous, on peut rien faire. Par contre, pour le petit, on peut le sauver. » Et ça, c'est une phrase qui est restée ancrée dans ma tête. J'imagine. Xavier Comboul, on précise cette chélation dont Sullivan vient de nous parler, c'est un traitement très efficace mais très sérieux, qui n'est pratiqué que dans des cas d'intoxication grave, comme c'était son cas aux métaux lourds. On ne peut pas l'envisager pour toutes les personnes qui aujourd'hui auraient un taux de cadmium trop élevé? Je ne connais pas le coût exactement. Je pense que le coût est assez élevé. Et puis, voilà, ça représente quand même... c'est un traitement qui est lourd quand même, d'une certaine manière. Donc, je ne suis pas sûr que ce soit applicable à l'ensemble de la population. Le problème, en fait, avec ces composés, on reparlera sûrement des PFAS aussi, c'est quand même la perdurance dans l'organisme, la persistance, etc. de ces composés. Donc, oui, il y a sûrement, en tout cas pour les personnes, en tout cas, il faut sûrement privilégier ceux qui sont les plus contaminés. Et la chélation, c'est effectivement une solution potentielle. Et on précise bien qu'il faut faire attention, bien sûr, aux charlatans qui proposent dans ce domaine des dosages farfelus, des traitements farfelus, que ce soit pour ces métaux lourds ou pour évacuer des toxines. Ce sont des arnaques. Les dosages sont faits en labo, prescrits par des médecins. Les traitements à l'hôpital, on est bien d'accord avec ça? On est d'accord avec ça. Oui, la chélation, on chélate tout. C'est-à-dire que si on veut enlever le cadmium, on enlève le magnésium. Vous pouvez juste expliquer Non, mais justement, la chélation, en fait, on va attraper les minéraux. Et donc, on va attraper le cadmium, c'est ce qu'on veut, mais en même temps, on va attraper le magnésium, on va attraper tout le reste. Exactement. Donc, évidemment, il ne faut pas faire ça n'importe comment. C'est lourd. Vous pouvez continuer, je vous en prie. Merci, madame. Aujourd'hui, vous êtes avec Noémie. Bonsoir, Noémie. Je précise, c'est votre amoureuse, donc. Et alors, vous attendez un bébé, Noémie? Oui, pour bientôt. Pour bientôt. Et ça vous a pas fait peur, tout ça? Est-ce que le bébé peut être contaminé? J'imagine que vous avez fait des analyses. Comment ça s'est passé? Ça a été une grosse question. On a beaucoup parlé avec les sages-femmes, les médecins qui étaient à l'hôpital aussi. Ils nous ont dit que normalement, ça ne se transmettait pas de mon côté. C'était surtout dans le sang, à la rigueur, ou des choses comme ça. Mais ils nous ont dit que pour bébé, il n'y avait pas de risque. D'accord. Comment vous l'avez vécu, tout ça? Comment vous l'avez traversé? Ça a été difficile au début de faire le choix de vouloir un enfant. Donc on s'est fait tester, on a fait plein de prises de sang avant de commencer les essais. Et mais tout s'avère top, nickel. Les prises de sang sont excellentes. Donc, bébé va bien. Bébé va bien. Il arrive quand, bébé? Dans quelques mois. Bon, on sera là. Je suis ravie. Vous êtes sûr que vous êtes invitée la maternité? Je suis complètement incrustée dans cette histoire. J'aime trop tout ce qui termine bien. Merci beaucoup, les amoureux. Merci. On vient d'entendre Noémie dire qu'effectivement, il a été évidemment testé. Aujourd'hui, il y a beaucoup de Français qui voudraient bénéficier de ce dépistage qui se fait par le sang ou les urines, c'est ça? L'un ou l'autre? Exactement. Il y a une décision récente qui dit que ce dépistage sera remboursé en France, donc je crois que c'est à 60%, mais pas pour tout le monde. Pour les personnes, a priori, qui sont dans des zones les plus à risque, c'est bien ça? C'est ça, pour ceux qui, potentiellement, seraient les plus contaminés.
Alors, il y a aussi, parce que c'est une recommandation de la HAS, la Haute Autorité de Santé, ce qui m'a fasciné, qui dit que ça concernera aussi les personnes qui se rongent les ongles ou qui mangent de la terre. Je ne comprends pas cette... Je découvre ça avec vous. C'est dans le monde. Hein. Oui, je sais. Je ne sais pas d'où ça vient, mais bon. Alors, pour les personnes qui mangent de la terre, je suggérerais d'autres types d'analyses derrière. D'accord, mais se ronger les ongles, c'est pas encore décrit. Enfin, bon, c'est pas grave. Mais ce dépistage, qu'on comprenne bien, parce que les Français voudraient bien tous en bénéficier, en gros, ça servirait à quoi? Puisqu'aujourd'hui, on va pas faire des chélations, effectivement, donc à tous les gens qui ont un taux trop élevé. Ça servirait à quoi de le faire, à part de s'angoisser? Alors, après, c'est une question de personne. C'est-à-dire qu'en fait, est-ce qu'on veut savoir ou pas? Moi, personnellement, je préférerais savoir. Pour peut-être essayer d'adapter... encore plus votre alimentation? Encore plus mon alimentation. Moi, je consomme du chocolat, effectivement. J'ai un peu découvert les disparités géographiques liées à celui-ci. Donc, ça peut être une manière aussi d'adapter ma manière de vivre. Et puis celle de mes proches aussi, parce que moi j'ai un petit garçon de 8 mois, donc c'est pareil. Pour l'instant, il ne mange pas de chocolat, c'est pas recommandé. Les céréales non plus, pour l'instant, vous n'avez pas commencé? Non. Mais du coup, voilà, il y a de vrais questionnements. Donc moi, je pense qu'il vaut mieux que ce soit transparent. Et après, peut-être que ça pourra permettre aussi de faire des études à plus grande échelle. Et de dépister éventuellement chez ces personnes qui ont le plus haut taux des maladies qui sont associées à un surrisque de cadmium. On pourrait imaginer, en tout cas, d'obtenir des données qui permettent de stratifier les populations, d'avoir des populations plutôt exposées, plutôt moyennement exposées ou fortement exposées, et de voir s'il y a des pathologies qu'on n'avait jusqu'à présent jamais identifiées, qui sont associées, je ne parle pas de lien de causalité, mais en tout cas associées à la présence de ce cadmium, parce qu'encore une fois, si on est exposé au cadmium, il y a de fortes chances qu'on soit exposé aussi à d'autres polluants. D'accord. Pour revenir sur le bio, on a bien entendu que ça réduisait effectivement le cadmium. C'est vrai pour à peu près tous les aliments, c'est vraiment plus intéressant de manger du bio? On l'a vu, sauf pour le chocolat, par exemple. Oui, ça... voilà. Donc, il ne faut pas systématiser. De manière générale, moi, clairement, j'encourage le bio sous toutes ses formes, plus pour des raisons finalement environnementales. Après, pour les raisons de santé, sachant que l'environnement fait partie aussi, est un conditionnant de notre bonne santé. Mais là où les preuves sont flagrantes sur l'impact environnemental bénéfique d'une agriculture bio versus une agriculture dite conventionnelle, effectivement, sur l'impact sur la santé, il y a des études quand même, effectivement, mais c'est forcément un peu plus poussif. Et donc, mais je dirais qu'on n'a pas besoin d'attendre. Parce que sinon, on passe son temps à attendre. Donc, on n'a pas besoin d'attendre d'évidence stricte sur les bienfaits du bio sur notre alimentation pour passer au bio. Il y a des tas de bonnes raisons pour passer au bio. La seule chose, on va toujours revenir, l'alimentation, c'est aussi un enjeu socio-économique. C'est plus cher. C'est plus cher, donc clairement. Parce qu'il y a quand même beaucoup de gens qui vous expliquent non, c'est pas vrai, c'est pas plus cher. Si, c'est plus cher. Si, c'est plus cher. Il faut être honnête. Mais voilà. Est-ce que tous les labels bio sont fiables? Quand les produits viennent, par exemple, de l'étranger, avec un label bio, est-ce qu'on est tranquille? Oui, il faut bien se dire, il y a une norme européenne déjà sur le label bio, il y a un cahier des charges qui est très strict, et quand ça vient d'en dehors de l'Europe, il y a des réciprocités de cahier des charges qui font que ça respecte. Il faut avoir confiance dans les labels, parce qu'après, derrière, si on commence à douter de tout, ça va être encore plus compliqué. C'est toujours mieux si vous connaissez l'agriculteur qui est votre voisin en bio, mais du coup, tout le monde n'a pas la capacité de faire ça. Je pense qu'il est important de revenir sur la question du prix, parce que derrière, il y a ça, et on est quand même là, on se retrouve face à un moment, vous faites tester pour du cadmium, pour des pesticides, vous allez voir, vous êtes contaminé, et après, vous n'avez pas l'argent pour potentiellement acheter ces produits. C'est terrible. On est face à quelque chose qui est totalement inacceptable. Et du coup, c'est vrai que nous, à Foodwatch, on a beaucoup regardé les questions de prix, et en particulier les prix des produits bio. Et ce qu'on voit, c'est qu'il y a une fâcheuse tendance des industriels et de la distribution à surmarger sur ces produits, ce qui les rend inaccessibles pour toute une partie de la population. Ce qui, ça, n'est pas vraiment acceptable en termes socialement aujourd'hui. Et c'est pour ça que nous, on essaie de pousser pour que tout le monde ait accès en fait, à cette alimentation, que ça ne soit pas qu'une question d'argent. Parce que ce marché à deux vitesses qui existe aussi en France, c'est-à-dire que quand vous n'avez pas d'argent... C'est pas une utopie ce que vous dites? Non, on peut vraiment y arriver? Nous, une des demandes qu'on a et qu'on pousse avec de très nombreux consommateurs et consommatrices et d'autres associations, c'est de dire on veut, dans tous les supermarchés de France, 100 produits sains, bons pour la santé, dont une partie en bio, à prix coûtant. On fait l'essence à prix coûtant, on peut faire ces 100 produits à prix coûtant. Et ça veut dire que les distributeurs ne font plus de surmarge dessus. On fait baisser les prix et on donne accès aux personnes. Moi, j'ai rencontré énormément de personnes en difficulté financière et qui subissent la précarité alimentaire. Personnes qui vous disent, cette semaine, j'ai le choix entre m'acheter du gel douche ou m'acheter à manger. Ces personnes-là, quand on leur redonne du pouvoir d'achat, elles achètent des légumes bio.
Et du coup, c'est ça la leçon, c'est redonnons la possibilité aux gens d'acheter correctement à manger. Et je pense que c'est pas mal toujours de revenir un peu aux ordres de grandeur. Si j'ai besoin de manger mes 2000 calories dans la journée, là, si je bouffe des pâtes, ça va me coûter 1 euro. Si je veux manger des bons fruits et légumes bio pour avoir un régime équilibré, ça va me coûter 10 euros. Donc, le calcul, il est vite fait. Voilà. Bien sûr. Bon, en tout cas pour l'instant, qui n'ont pas les moyens, on va quand même essayer de donner des conseils. Oui. Les producteurs locaux, les petits producteurs locaux, c'est déjà quelque chose d'intéressant ou pas? Ça dépend du local, parce qu'on l'a vu, la contamination elle est très localisée éventuellement. Donc on peut avoir son petit jardin, y compris cultivé en bio, et être plus contaminé que l'énorme champ à 20 km qui, lui, sur la nature des sols, etc. Comment fait le consommateur qui voit effectivement, qui se dit, ben voilà, là c'est un producteur local qui est juste à côté, qui a l'air... Est-ce que je peux y aller tranquillement? Du coup, déjà, il faut quand même dire, hein, si on parle de contamination de cadmium, on parle de pollution environnementale. Si on parle de pollution, par exemple, par les pesticides, vous achetez bio, il n'y a pas de pesticides. Hein, c'est interdit par le cahier des charges. Du coup, vous vous débarrassez d'une partie de la pollution et des contaminants quand même en consommant bio. C'est bien pour ça qu'on encourage cette consommation bio et qu'on essaie de pousser le système agricole à aller vers plus d'agriculture biologique. C'est parce que ça répond en partie à une problématique, pas à tout. C'est pas magique, hein, mais par contre, aujourd'hui, on voit bien que c'est vers ça qu'il faut aller. Et on voit surtout que il faut aller peut-être à la rencontre de ce producteur, parce que moi je connais aussi des producteurs qui n'ont pas le label bio, mais qui travaillent en bio, parce qu'en fait ils vendent tout en local, dans des paniers, et après la question, quand vous êtes à Paris, vous faites partie au milieu, là vous n'avez pas le petit producteur d'à côté, le seul endroit où vous allez, et ça reste encore 70% des achats alimentaires sont faits en supermarché. Et du coup, ça reste, c'est l'endroit à la fin où vous finissez pour acheter vos achats alimentaires. Oui. En fait, l'idée, c'est quand même d'arriver aussi à réduire les distances. Les distances entre le consommateur et puis le producteur. Les distances entre le moment où c'est produit et le moment où on consomme. Plus on réduit toutes ces distances-là, plus le produit a des chances, encore une fois, d'être sain. Un produit, une tomate qui est cultivée en hiver, par rapport à une tomate qu'on va consommer dans la journée et qu'on a pris... voilà, il y a de fortes chances que la tomate en été, elle soit quand même bien meilleure nutritionnellement que celle produite en hiver. Donc il y a aussi toute cette démarche qui doit venir aussi du consommateur, qui est aussi de se remettre dans le fil des saisons et voilà je crois que ça commence à rentrer. Oui, bien sûr. Ça commence à rentrer, mais après, effectivement, et je pense qu'il est très marquant aussi dans le reportage, et ce qui est vraiment la double peine, c'est on nous a aussi pendant longtemps dit que le pain complet et bio était meilleur. Tout le monde s'est mis au pain complet, maintenant il faut repasser au pain blanc. Tout le monde s'est mis au pain complet et au pain complet bio, parce qu'on avait bien compris que dans le pain complet, il pouvait être plus contaminé, donc si on le choisissait bio, c'était mieux, et on se rend compte que ça ne suffit pas et qu'aujourd'hui, finalement, le pain blanc est moins contaminé. Sauf qu'il a une réponse glycémique catastrophique, donc il ne faut pas non plus aller vers le pain blanc. Non, mais les injonctions successives et qu'on a un peu de mal quand même à s'y retrouver. Oui. Alors, justement, vous parlez effectivement le problème du pain blanc, c'est l'index glycémique, donc c'est un autre inconvénient. Le fait d'éplucher tous ces fruits, on perd les vitamines. C'est de nouveau la double peine, ouais. C'est-à-dire donc on fait quoi? La stratégie contre laquelle on a voulu lutter en disant effectivement surtout manger la peau des pommes parce que c'est là où il y a tous les nutriments. Aujourd'hui, on dit surtout mangez pas la peau des pommes parce que c'est là où il y a tous les contaminants. Est-ce qu'il vaut mieux un peu de pesticides ou un peu de vitamines? Je fais quoi, moi? Je disais tout à l'heure, il faut équilibrer son régime en polluants et en nutriments. Donc, après, quand vous êtes sur des fruits et des légumes bio, cette question de pesticides ne se pose pas. D'accord. Et du coup, quand vous n'êtes pas sur là, pour l'instant, je m'intéresse à tous ceux qui n'ont pas les moyens, justement. Là, j'ai tendance à dire peut-être que éplucher sur les produits les plus contaminés, par exemple, ça a été dit. Les pommes, les pommes, les raisins. Par exemple, là, vous n'allez pas manger la peau, j'allais dire un kiwi, c'est très peu contaminé, mais on ne va pas manger la peau du kiwi. Oui, c'est ça, c'est pas juste. Les racines, par exemple, les légumes racines vont être moins contaminés. Du coup, il y a des endroits où on peut et on ne peut pas. Sauf les pommes de terre. Voilà. Oui. Et laver, c'est bien? Ça sert à rien? Ça n'a pas l'air de faire grand-chose, d'après le documentaire. Après, les pesticides, par exemple, sont souvent des molécules qui sont attirées par le gras. Donc peut-être que laver le fruit, mais pas seulement à l'eau, mais avec un petit peu de savon. Alors je dis pas... ça peut potentiellement... On rince après. On le met dans le lave-vaisselle avec le... Non, pas dans le lave-vaisselle. Mais c'est difficile de donner une autre recommandation qu'effectivement plutôt quand même d'éplucher. Sachant qu'il y a les études... Après, là, on a vu un résultat, mais il y a d'autres études qui montrent que laver, ça peut enlever jusqu'à 30-40%. Donc ça dépend vraiment de la condition dans laquelle on lave. Si on frotte bien, on enlève quand même... Il y a aussi des études qui ont été menées, d'après mes souvenirs, en Grande-Bretagne. Le pire, c'est de ne pas consommer de fruits et légumes. Je tiens à le dire, il faut bien le rappeler. Le pire, c'est de ne pas en consommer.
Ça, et le mieux, c'est d'en consommer des bio. Et au milieu, il y a une variété de possibilités On qui sont essaye derrière. entre... Et du coup, faut pas, la première chose qu'il faut avoir en tête, c'est oui, les fruits et légumes sont déjà, bons pour la santé. Les fruits et légumes, c'est plus cher que les pâtes et les pommes de terre, on est d'accord. Mais il faut en consommer. Et du coup, ça, il faut bien rester. C'est pas parce que il y a toutes ces injonctions qu'il faut aller totalement à rebrousse-poil et dire bon, finalement, je vais manger plus que des pâtes. Ça me semble une assez mauvaise idée. Et plus les légumes que les fruits. Parce que c'est vrai que 5 fruits et légumes par jour, c'est gentil, mais en fait, ça serait plutôt 4 légumes et 1 fruit par jour. D'accord. Oui. Et on peut aussi envisager sur certains achats directement aux producteurs d'acheter en plus grande quantité. Ça implique de stocker des quantités plus importantes. Moi, je fais ça avec mes avocats. Quand j'achète des avocats, j'achète beaucoup d'avocats et puis après, je stocke. Voilà. Je voudrais qu'on parle du lien avec le cancer. Vous avez dirigé l'expertise de l'INSERM de 2021 qui fait lien entre pesticides et cancer. Il y a un problème avec l'effet cocktail quand même, qui est compliqué à comprendre. Alors, moi, je suis tout à fait d'accord avec ce qui a été dit sur le fait qu'il faut diversifier son alimentation, mais ça peut créer des cocktails. Alors, l'effet cocktail, en fait, c'est de cumuler plein de polluants dont on ne sait pas exactement ce que chacun fait, mais dans l'ensemble, on constate des conséquences. Alors, parfois, on sait ce que certains font. Il faut rappeler, les molécules chimiques de nature humaine, il y en a 100 000. Donc on peut imaginer la variété de cocktails. Si je vous fais une prise de sang, enfin je n'ai pas le droit, mais je suis pas médecin ou infirmier, mais chacun ici dans la salle aura des niveaux de PFAS, de pesticides différents dans le sang. Donc on est tous... Vous pouvez rappeler les PFAS ? Les PFAS, c'est le F, le PF. Le F, c'est pour fluor. Et donc, ce sont des molécules qui contiennent du fluor et qui sont extrêmement résistantes à la dégradation, avec plein de propriétés intéressantes pour l'industrie, imperméables, imperméabilisants, anti-adhésifs, etc. Mais qu'on trouve pratiquement partout maintenant, en fait. Oui, parce que justement, le problème, dès qu'on dit persistant dans le monde de la chimie, c'est intéressant. C'est intéressant parce que du coup, on n'a pas besoin de renouveler fréquemment, mais ça contamine l'environnement au moment où on produit, au moment où on manufacture, au moment où on incinère. Donc le consommateur doit aussi avoir conscience de ça. C'est-à-dire que donc dans PFAS, le F c'est pour fluor. La liaison entre le carbone et le fluor, c'est très résistant, notamment à la chaleur. Et quand on produit ces molécules, c'est très très difficile de les éliminer. Il y a un cancer qui inquiète beaucoup aujourd'hui les Français, c'est le cancer du pancréas, dont la fréquence a vraiment beaucoup augmenté ces dernières années, qui touche vraiment de plus en plus souvent des gens relativement jeunes. Moins de 50 ans, absolument. Et on commence de plus en plus à dire qu'effectivement, ça pourrait être lié à notre environnement. Oui. On en est où des niveaux de preuve ? On en est aux prémices. Il y a des suspicions, effectivement, sur certains pesticides, sur certains PFAS. Il y a le cadmium aussi, qui est donc... tout ce qui a été décrit finalement dans le documentaire est suspecté de pouvoir avoir un effet. Peut-être qu'il y aura des effets cocktails qui augmentent cette incidence. On n'en est pas encore au lien de causalité. Donc on n'est pas encore complètement sûr. Ce dont on est sûr, c'est que cette augmentation ne peut pas s'expliquer par la génétique. Et donc forcément, il y a des facteurs environnementaux. Donc il y a autre chose. Voilà. Alors après, l'environnement, ça pourrait être aussi le tabagisme, l'alcool. Mais les tendances sur le tabac et l'alcool, on l'a entendu. Alors pas le vapotage, mais ça baisse quand même. Ce qui veut dire que probablement, il y a d'autres sources environnementales qui peuvent avoir un effet, même si le cancer du pancréas, c'est dans un cancer, donc c'est une maladie qui se fait sur le temps long, et ça peut résulter d'anciennes expositions. C'est ça, parce que les experts disent que pour avoir un cancer du pancréas à 35 ou 40 ans, a priori, il serait envisageable que ce soit la mère qui ait transmis des polluants aux différents produits toxiques pendant la grossesse. Oui, ou alors, donc encore plus de vigilance, comme vous le disiez, pendant la grossesse, c'est vraiment indispensable. Oui, c'est ce qu'on appelle un concept qui s'appelle DOAD, les expositions environnementales pendant la période de développement la plus précoce, qui conduit beaucoup plus tard à un développement pathologique. C'est une vraie hypothèse, parce que 35 ans, c'est vraiment jeune. Et on ne peut pas exclure non plus que l'exposition soit survenue à l'âge de 10 ans, 15 ans, voilà. Donc c'est peut-être pas nécessairement pendant la grossesse, mais en tout cas... Oui, les expositions précoces. Ce qu'on entend vraiment de ce que vous dites, c'est qu'il faut vraiment, en tout cas, être très vigilant pendant la grossesse et les premières années de l'enfant, les 3 premières années de l'enfant, vraiment. Et les autres personnes vulnérables, c'est les personnes âgées, parce que les personnes âgées perdent leur capacité de détoxification et leurs moyens aussi de protection. Ce sont une autre catégorie de personnes vulnérables. On va aller à l'autre bout de la chaîne avec les agriculteurs, également victimes, bien sûr, des produits utilisés pour les cultures, qui sont plus souvent atteints par certains cancers ou des maladies neurologiques que le reste de la population. Et Nora, justement, vous êtes avec Gisèle, dont la maladie de Parkinson a été reconnue comme une maladie professionnelle, donc causée
par les pesticides. Oui, Marina. Bonsoir, Gisèle. Bonsoir. Merci d'être venue de Bretagne pour nous parler de votre maladie. Donc, le Parkinson, comme l'a dit Marina, vous l'avez contracté à cause des pesticides en travaillant à la ferme. Vous venez d'une grande famille d'agriculteurs, près des vignes, près des champs. Et puis, vous avez bougé en Bretagne pour faire de l'élevage et de la culture. C'est ça, on vous voit d'ailleurs en photo. Je crois que c'est du fromage de chèvre. Tout à fait, c'est ça. Pourquoi vous êtes partie en Bretagne ? Par amour. Je comprends. Alors là, je vous comprends. Alors vous, quand vous avez démarré, vous avez utilisé des pesticides, parce que c'est comme ça que vous avez appris, en fait. Vous ne saviez pas du tout, vous n'avez pas conscience du danger du tout au début. Non, en fait, moi, quand je me suis formée en école d'agriculture, on avait des protocoles à faire, c'est-à-dire une advendie, c'est-à-dire une plante qui gêne la culture, et ben on met un produit dessus pour la faire disparaître, pour pouvoir que la culture puisse pousser correctement, pour avoir des rendements, en fait. D'accord. C'est comme ça que ça se passe. Ben oui, c'est comme ça que vous avez appris. Et encore, je pense que c'est encore comme ça, même si ça continue à évoluer, ça évolue un peu, c'est pas évident. Ça persiste encore. Et puis vous êtes intéressé au bio, donc vous avez commencé à travailler avec du bio. Voilà, alors au bout de quelques années d'agriculture conventionnelle, on est passé en agrobiologie, en fait, parce qu'on commence à avoir conscience de ce qui se passait un petit peu. Et on s'est dit, on va tout transformer notre ferme en agrobio, ce qu'on a fait. Et on a utilisé du produit qui était aussi toxique. Mais oui, c'est ça en fait, un bio, mais qui était toxique, qui depuis est interdit. Donc vous avez été grandement exposé à ce produit. Tout à fait, parce qu'en fait, on a utilisé de la roténone. La roténone, c'est un insecticide naturel, normalement. Et on mélangeait ça, en fait, c'est un insecticide qu'on mettait sur la févrole. La févrole, c'est une légumineuse qui permettait de nourrir nos bêtes. Et en fait, on mettait ça sur la févrole, on le mélangeait avec de l'huile, une substance huileuse qui était à base d'huile essentielle de menthe. Et en fait, ça sentait très très bon. On se disait super, on est content en fait. Et en fait, c'était une horreur. En fait, ça provoque la maladie de Parkinson. Je vous interromps juste une seconde, Xavier Kumboul, cette roténone qui a été autorisée donc en bio parce que insecticide d'origine naturelle, non artificielle. On a découvert quoi ? C'est complètement... Là, le lien de causalité sur la maladie de Parkinson, il est clairement établi. L'expertise collective de l'INSERM de 2013, le Parkinson, c'est la maladie qui ressort le plus facilement des études épidémiologiques et des études expérimentales, avec la roténone, mais pas le paraquat, enfin tout un tas d'autres pesticides. Et en 2021, on confirme clairement le lien de présomption forte. C'est pour ça que c'est reconnu comme maladie professionnelle chez les agricultrices et agriculteurs. D'accord, et donc on l'a interdit depuis. C'est fou. Et quand on vous a diagnostiqué le Parkinson, vous avez fait le lien, vous, avec les pesticides ? Pas du tout. Bah oui, pas du tout. Pas du tout, en fait. Déjà, c'est incroyable. On rentre en bonne santé dans le cabinet du neurologue, parce que je tremblais un petit peu. Et je ressors, on me dit que j'ai la maladie de Parkinson. Comment vous avez réagi ? Ça fait bizarre, c'est très difficile, ça fait un choc, mais en même temps, je me suis dit, voilà, j'ai la maladie de Parkinson, mais je ne suis pas la maladie, je peux encore faire des choses, quoi. Donc j'ai essayé de... J'avais pas envie de le montrer, en fait. C'était dur à reconnaître, j'avais envie de le cacher, j'avais envie de ne pas dire que j'étais malade. Et puis, mais vous aviez des manifestations de la maladie déjà ? Ah oui, je tremblais de la main déjà. D'accord. Donc j'ai essayé de cacher ça le plus possible. Bien sûr. Pas mon entourage, pas mes enfants, ni mes amis proches. Beaucoup de fatigue aussi, j'imagine. Énormément de fatigue. Mais quand vous avez su que c'était à cause des pesticides, est-ce que vous avez un peu culpabilisé ? Même si évidemment que ce n'est pas de votre faute, mais j'imagine que c'est normal qu'on ressente un peu ça. Alors c'est très difficile dans le milieu agricole parce qu'en fait, dans le milieu agricole, on a une notion de travail qui est très forte. Et puis on est dans une corporation, c'est vrai que c'est une certaine corporation. Et si jamais on dit qu'on est malade, on ose le dire, c'est comme si on trahissait, en fait, et surtout que ça vient des pesticides. On trahit quand même toute une profession, toute cette corporation. Alors, c'est difficile, et puis j'ai eu de la peine à l'accepter, oui. J'imagine. Comment ça va aujourd'hui, Gisèle ? Eh bien, ça va mieux, parce que je fais partie d'un collectif de soutien aux victimes des pesticides qui aide les gens à être reconnus dans leur maladie professionnelle, et qui passe du temps aussi à écouter les gens. Et ça me fait beaucoup de bien de participer à ça. Parce qu'aujourd'hui, je vais mieux. J'ai eu une opération. J'ai pu bénéficier de la stimulation profonde au niveau du cerveau, dans mon cerveau. Donc, je suis augmentée, comme on dit. Mais en fait,
la maladie ne s'arrête pas pour autant. C'est une maladie qui progresse, qui est évolutive. Donc les symptômes en sont un peu réduits, enfin même réduits au niveau du tremblement, même beaucoup, mais il y a d'autres symptômes qui arrivent. Mais ça ne vous empêche pas d'être devenue une sacrée militante. Vous militez pour le bio, parce que finalement vous êtes inquiète, pas que pour vous, vous êtes inquiète pour l'avenir. Je suis inquiète pour l'avenir, bien sûr, surtout avec aujourd'hui des décisions gouvernementales qui... C'est incompréhensible, en fait. C'est incompréhensible parce que, en fait, on est là dans une situation de santé publique. Il faut protéger les gens et, en fait, on prend des décisions. Toutes les décisions qui sont prises aujourd'hui vont à l'inverse de la protection des gens. Ça va plutôt à la protection des entreprises. Je suis plutôt d'accord. Donc, voilà, il y a quelque chose... Il faudrait savoir ce qu'on veut. En plus, c'est une alimentation, on continue à mettre des pesticides, ça coûte cher, ça coûte très cher aux gens qui les mettent, ça coûte cher en termes de santé. Et puis si on prenait les coûts cachés, par exemple, que représente l'emploi des pesticides, et les coûts cachés, ça veut dire les coûts environnementaux et les coûts de santé, je veux dire que les produits qu'on est conventionnels aujourd'hui coûteraient beaucoup plus cher si on y incluait les coûts de santé. Les coûts, ce qu'on appelle des coûts cachés. Écoutons Gisèle. Merci beaucoup en tout cas pour votre témoignage. Vous vouliez réagir aussi, allez-y. Ouais, merci pour ce témoignage. Et ça m'évoque deux remarques que je trouve importantes pour la compréhension aussi et pour le message public par rapport à ça. Quand on a ces débats sur le cancer et l'alimentation, effectivement, très souvent, comme je le fais souvent, je mets en avant le bio, tout de suite quelqu'un lance le sujet du rothénone en disant « mais vous savez, le naturel, il ne fait pas mieux ». Effectivement, le rothénone a été une catastrophe, il a été interdit par la suite pour une bonne raison, mais globalement, le bio reste effectivement meilleur et c'est pour ça, effectivement, madame continue de défendre le bio parce que bien sûr, il n'est pas parfait, mais il s'améliore. Donc tirer la carte à chaque fois comme le font les tenants de l'agriculture industrielle en disant mais vous savez, il y a eu le rothénone, il faut arrêter avec ça. Effectivement, il y a un exemple, mais en face, on peut citer des centaines d'exemples qui sont beaucoup moins vertueux. Et deuxième chose, quand on parle du cancer, des maladies professionnelles des agriculteurs, c'est pareil, quand je participe à ce genre de débat, il y a toujours quelqu'un qui va dire oui, mais en moyenne, l'étude agricole a montré qu'il y a les agriculteurs ont moins de cancer que la moyenne de la population. Ce qui est vrai, ce qui rend d'autant plus inquiétant le fait que certains cancers sont surexprimés. Donc, bien entendu qu'il faut balayer un peu tous ces marchands de doute par rapport à ces questions-là. Très vite. Merci beaucoup pour ce témoignage. Je pense que c'est extrêmement important de pointer du doigt que derrière le modèle agricole et industriel, il y a aussi des personnes qui cherchent à, par exemple, supprimer le principe de précaution, qui est là pour essayer de protéger les agriculteurs et la population, et les consommateurs et les consommatrices. Et ça, ça va être la prochaine bataille des prochaines années. Un mot, vous avez droit. Il y a un mot. Europe, il y a une proposition de loi qui est discutée à l'heure actuelle, qui n'est pas encore votée, mais qui, potentiellement permettrait à certains pesticides d'être autorisés à vie. Ça s'appelle Omnibus, donc je renvoie tous les spectateurs à ce mot qui cherchent et qui se demandent s'il ne faudrait pas faire quelque chose pour lutter contre ça. On est tous concernés, tous citoyens, effectivement tous impliqués. Merci infiniment d'avoir participé. Merci à tous d'être venus. Merci à nos témoins. Merci beaucoup, Enora. On attend, c'est une petite précision, vos témoignages sur les émissions qu'on est en train de préparer. Ça serait sur notre boîte mail, ça serait très aimable à vous, sur eds@17juin.fr. Ça portera sur, d'une part, les maux de ventre et la digestion, et d'autre part, les maux de tête. Donc, si vous avez des témoignages, n'hésitez surtout pas. Ce programme de ce soir, vous pouvez le voir ou le revoir sur la plateforme France.tv. Donc, merci infiniment à tous et je vous souhaite une excellente fin de soirée sur France 5. Au revoir.